Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi du coup je suis Colin Cid, je travaille à la BU Santé Médecine dans le réseau des bibliothèques d'université Paris-Cité. Je travaille au sein du service formation de la BU Santé Médecine où on propose tout un tas de formations aux bases de données en santé, à la recherche documentaire, à la gestion des références bibliographiques et aussi de l'accompagnement de chercheurs notamment qui travaillent sur des revues systématiques de la littérature. Je prendrai le temps de revenir un peu là-dessus sur ce qu'on propose justement en fin de formation. Et je vais tout de suite commencer par partager mon écran. Merci Virginie. C'est en effet une formation en 3 sessions où on va revenir sur, comment est-ce qu'on fait une recherche bibliographique dans le cadre d'une revue systématique de la littérature. Je vais vraiment revenir sur l'une des étapes, qui est l'une des étapes essentielles de la revue systématique, qui est la recherche bibliographique et la recherche de référence. On va le faire en 3 parties. Aujourd'hui, on va surtout revenir sur quels sont les enjeux de cette recherche bibliographique dans le cadre de la revue systématique. Pourquoi est-ce qu'on fait cette recherche bibliographique? Qu'est-ce que ça apporte? Quelle place ça a dans la revue? Et surtout, comment est-ce qu'on la planifie? Parce que c'est une étape qui prend du temps, qui est assez importante, qui est assez conséquente et qu'il faut prévoir en amont dès la rédaction du protocole de recherche de la revue systématique. Demain, on abordera la question des bases de données en santé en faisant un gros focus sur PubMed parce que c'est la base qui est la plus compliquée à prendre en main pour une revue systématique de la littérature et en même temps, c'est le premier outil de recherche qu'on va utiliser quand on va commencer à faire sa revue. Donc, on va beaucoup s'attarder dessus. Si on a le temps, on commencera PubMed dès aujourd'hui, mais on fera l'essentiel demain. Si on a le temps demain, on reviendra aussi sur d'autres bases de données en santé que je vous présenterai à ce moment-là. Après, si j'insiste sur PubMed, c'est parce que généralement, si vous savez maîtriser PubMed, vous pouvez très facilement transposer ce que vous connaissez de PubMed sur les autres bases de données en santé. PubMed étant la plus complexe, une fois que PubMed est connu, maîtrisé, c'est très facile après d'utiliser Embase, Cinal, LISA, la Cochrane, etc. Donc, on prendra le temps de revenir sur ces différentes bases à ce moment-là. Et vendredi, on aura une troisième séance où on abordera la recherche manuelle, qui est le deuxième versant de la recherche documentaire dans le cadre de la revue systématique. On abordera le dédoublonnage des références bibliographiques. Comment est-ce qu'on fait pour accéder aux articles complets, au texte complet des articles, et comment est-ce qu'on fait quand on en est à l'étape de rédaction de sa revue systématique pour faire le reporting, pour justement mentionner tout ce qu'on a fait en matière de recherche documentaire, quels sont les éléments qu'il faut mettre dans sa revue, quels sont ceux qu'on n'est pas obligé de mettre dans sa revue. Un petit point vocabulaire tout de suite, je parlais de revue systématique par facilité de langage. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça vaut pour les revues systématiques de la littérature, ça vaut pour les méta-analyses, ça vaut pour les scoping reviews ou ça vaut par extension pour tout type de revue qui se veut un tant soit peu exhaustive. Que vous fassiez une méta-analyse ou une revue systématique ou une scoping review, ça ne va pas changer beaucoup de choses concernant la partie recherche bibliographique. C'est surtout dans le traitement des données, dans le traitement des articles, des résultats que vous allez avoir une méthodologie qui va changer. Mais pour la recherche bibliographique, c'est peu ou prou la même chose. Alors, tout du long de la formation, si vous avez des questions, comme l'a dit Virginie, vous n'hésitez pas à les poser sur le chat. Moi, j'ai aussi un œil dessus. Soit j'y répondrai tout de suite, soit je les garderai sous le coude pour y répondre à un moment plus opportun de la formation. Je vais commencer par un peu une présentation des principaux enjeux de la recherche bibliographique pour la revue systématique, avec quelques éléments qui vont être des rappels, je pense, pour la plupart d'entre vous, peut-être d'autres qui seront des découvertes sur lesquelles je vais essayer d'insister un peu plus. Je m'appuie ici sur les recommandations de la Fondation Cochrane, plus spécifiquement sur le Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, qui est un peu le manuel de base dont on se sert pour la revue systématique, qui n'est pas dédié qu'à la recherche bibliographique, qui couvre tous les volets, tous les aspects de la revue systématique, mais je m'appuie voilà, sur le chapitre qui est dédié à tout ce qui est recherche bibliographique pour l'essentiel de cette présentation. Dans le diaporama que vous aurez après la session, il y a toute une liste de sources, bien sûr, de sources complémentaires et d'ouvrages complémentaires que je vous indiquerai qui peuvent être utiles. S'agissant d'une revue systématique de la littérature,
Quand on fait une recherche bibliographique, on essaye de construire la recherche bibliographique la plus pertinente et la plus exhaustive possible. La première chose qu'on va faire, c'est essayer de trouver un équilibre quand on va chercher des articles, des essais cliniques, des références bibliographiques sur des bases de données, entre être sûr d'un côté de ne rater aucune référence pertinente et être sûr en même temps de ne pas se retrouver noyé sous les références bibliographiques. Il y a toujours une, petite partie de tests, d'empirique, d'expérimentation où parfois on va faire des sondages sur des bases de données pour avoir une idée du nombre de résultats qu'on obtient sur une question de recherche, pour voir si la recherche qu'on fait est trop large, si elle est trop restreinte. Il y a toujours une dimension d'ajustement, sur laquelle on va revenir puisqu'on va pratiquer un peu justement, mais qui est vraiment quelque chose d'essentiel pour la revue systématique. On est sur une étape qui est, absolument essentielle puisque, la qualité de la revue systématique, elle dépend de la capacité qu'on a eue à trouver toutes les références utiles et pertinentes par rapport à notre sujet. Donc, cette dimension d'exhaustivité, cette nécessité d'exhaustivité, elle est vraiment au cœur de ce qu'on va voir pendant la formation, pendant les 3 jours de formation. Pour ça, on s'appuie sur une méthodologie qui est stricte, qui est rigoureuse, que je reprends dans la formation et ici encore, je m'appuie beaucoup sur le Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions et on a plusieurs recommandations dès maintenant du manuel de la Cochrane que je vais vous présenter. Première recommandation, le fait, comme pour toute revue, que plusieurs personnes doivent être autour de la table, notamment pour analyser les références bibliographiques, pour limiter les risques de biais. Et l'une des recommandations qui est formulée par la Cochrane, c'est tout d'abord le fait, très tôt dans votre recherche, si possible, d'associer un bibliothécaire, une bibliothécaire ou un documentaliste, une documentaliste, dès la construction de votre protocole de recherche, en fait. Je vais revenir tout du long de la formation sur qu'est-ce qu'on peut apporter justement à la revue systématique de la littérature et pourquoi c'est nécessaire de solliciter justement vos centres de doc ou vos bibliothèques universitaires. Il y a un premier point pour lequel ça l'est, c'est que nous, on n'a pas d'expertise dans le domaine de la santé, enfin, sauf exception pour certains collègues, mais on a une expertise par contre dans la recherche d'informations, dans la connaissance de l'écosystème de base de données, dans la connaissance des outils de recherche, notamment en santé, dans la manipulation de ces bases pour construire des recherches les plus exhaustives possibles. Et dès qu'on commence à réfléchir à sa revue systématique de la littérature, ça vaut le coup souvent d'aller voir votre bibliothèque universitaire, d'aller voir votre centre de documentation pour commencer à défricher le terrain. Et après, ça peut être utile à plusieurs étapes, on va prendre le temps d'y revenir. Deuxième point très important sur lequel j'insiste dès maintenant, parce que ça va aussi être un fil conducteur de toute la formation, votre revue systématique, quand vous la produisez, elle doit être reproductible. Donc on vous demande de, faire un flowchart notamment et documenter toutes les étapes de la revue systématique pour après en faire le reporting. Ça vaut aussi pour la recherche bibliographique. La recherche bibliographique que vous réalisez dans le cadre d'une revue systématique, elle doit être reproductible. Elle ne l'est pas toujours, mais l'essentiel de la recherche bibliographique doit être reproductible. Et pour ça, c'est nécessaire de documenter absolument toutes les étapes de cette recherche bibliographique au fur et à mesure que vous la faites. Donc là aussi, on va revenir sur comment ça se traduit au cours du processus de recherche, ce travail de documentation régulière. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça va servir à plein de niveaux et pour plein de raisons. Ensuite, la recherche bibliographique, elle se décline en 2 grands volets. La recherche sur les bases de données bibliographiques et ce qu'on appelle la recherche manuelle, qui est la recherche de, pour faire simple, en fait, toutes les références qui ne sont pas sur les bases de données bibliographiques. Grosso modo, la recherche sur les bases de données bibliographiques, ça va être parfois 90-95% des références bibliographiques que vous allez trouver. La recherche manuelle, ça va être la portion congrue. Mais dans cette recherche manuelle, vous allez toujours trouver des références pertinentes, intéressantes, qui, pour des raisons ou d'autres, ne sont pas sur les bases de données en santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va suivre dans le plan de la formation. Recherche sur les bases de données demain avec PubMed, recherche manuelle vendredi. Alors j'insiste sur la nécessité de produire une recherche documentaire qui soit reproductible et de donner les outils pour que cette recherche documentaire, justement, soit reproductible dans la rédaction de sa revue. Je vais m'appuyer sur les recommandations Prisma, que je présenterai un peu plus tard, qui ont été mises à jour en 2020. Donc les recommandations Prisma, ce n'est pas des recommandations sur comment faire sa revue systématique, c'est des recommandations sur comment écrire sa revue systématique.
qu'est-ce qu'on va, le R de Prisma, c'est reporting, qu'est-ce qu'on va justement indiquer dans sa revue pour que celle-ci soit reproductible et que celle-ci soit considérée comme de qualité. De fait, on s'en sert pour déterminer ce qu'il faut être capable de documenter dans sa revue. J'ai en même temps une question sur le chat auquel je réponds au passage. On me demande si pour la recherche manuelle, ça inclut la littérature grise. Oui, c'est exactement ça. La recherche manuelle, alors, ne se limite pas à la littérature grise, mais va inclure la littérature grise. Alors, je reviens du coup sur Prisma. Donc, ces recommandations ont été mises à jour en 2020. J'y reviendrai un peu plus tard. Surtout, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on sauvegarde et pourquoi est-ce qu'on renseigne sa stratégie de recherche documentaire? Alors, il y a 3 raisons principales. La première, c'est tout simplement pour que cette recherche soit reproductible. Le fait qu'elle soit reproductible, ça permet 2 choses. Ça permet de vérifier la qualité du travail de recherche documentaire. Si vous ne mettez pas vos équations de recherche PubMed dans votre revue systématique, on n'aura pas moyen de savoir si, oui ou non, vous aviez une chance de trouver toutes les références pertinentes ou pas par rapport au sujet, parce qu'on ne peut pas vérifier la recherche et on ne peut pas vérifier ce qui ressort de cette recherche. Et surtout, ça va être utile pour la mise à jour de la revue systématique, puisque les revues systématiques sont régulièrement mises à jour quand il y a des nouvelles publications, des nouveaux travaux qui sortent sur le sujet. Et ben, si on n'a pas les équations de recherche qui ont été utilisées, si on met une revue à jour qui a été faite il y a 10 ans et qu'on n'a pas les équations de recherche qui ont été utilisées il y a 10 ans, c'est très compliqué de reconstituer la démarche de recherche d'origine. Et parfois, il faut recommencer les choses à partir de zéro. Et ça prend beaucoup de temps. La recherche bibliographique, c'est comme toutes les étapes de la revue systématique, c'est quelque chose qui est long. Donc, c'est du temps perdu pour tout le monde. Alors que si vous renseignez tout, après, vous pouvez très facilement reprendre vos recherches et les mettre à jour. C'est aussi important parce que ça traduit tout simplement le sérieux, la qualité, l'intégrité de votre démarche scientifique. Et c'est quelque chose qui est indispensable pour qu'on puisse évaluer si vous avez produit une revue systématique de qualité ou non. Si vous renseignez précisément tout ce que vous avez fait, on pourra juger de la qualité, de la pertinence de ce que vous avez mis en place au début et on pourra évaluer votre travail. C'est important notamment, et ça j'y reviendrai un peu plus tard, quand votre recherche bibliographique n'est pas reproductible, ce qui peut être le cas pour tout un tas de raisons, ce qui arrive toujours pour une partie de la recherche bibliographique. Il faut dans ce cas qu'on puisse se faire une idée de est-ce que c'est une recherche bibliographique de qualité, est-ce qu'elle a pu trouver des choses pertinentes ou est-ce qu'elle est au contraire passée à côté de certaines références. Dernière raison pour laquelle on va tout sauvegarder et tout renseigner, la recherche bibliographique, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui peut s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça, donc c'est vraiment le début de la revue systématique. Et c'est pas quelque chose qu'on fait en continu. C'est une activité qui nécessite parfois de souffler, de faire des pauses d'1 jour, 2 jours, de faire ça par petits bouts. Parce que si on fait ça d'un bloc, on s'y épuise et on manque de recul sur sa propre recherche bibliographique. Et du coup, comme c'est quelque chose qui s'étale sur le temps long, parfois on expérimente des choses qui ne marchent pas. On essaye un mot-clé, on se rend compte qu'il ne donne pas des bons résultats ou qu'il donne des résultats hors sujet. Et ça, je vous conseille de le noter au fur et à mesure, parce que c'est très facile d'oublier, de refaire la même chose, de se rendre compte de nouveau que ça ne marche pas, d'oublier, de refaire encore la même chose. Ça évite de perdre du temps, de noter ce qui ne marche pas et tout. Et ça permet aussi de se justifier au moment de la publication de la revue. Quand vous allez faire votre revue, vous allez l'envoyer à des revues, vous allez avoir des retours de reviewers et parfois ils vont vous dire pourquoi vous n'avez pas cherché tel mot-clé, pourquoi vous n'avez pas cherché dans telle base de données. Là, si 6-8 mois avant, vous n'avez pas documenté la raison pour laquelle vous n'avez pas retenu tel mot-clé, ça va vous prendre beaucoup de temps de reconstituer le chemin intellectuel qui fait que vous avez fait tel choix plutôt que tel autre. Alors que si vous documentez tout, vous pouvez facilement retrouver ces éléments. Donc pensez à bien documenter, bien prendre des notes au fur et à mesure de votre recherche sur ce que vous faites. Alors j'enchaîne avec comment on va concrètement construire sa stratégie de recherche documentaire sur les bases de données en santé en premier. Là, je vais me focaliser vraiment sur les bases de données en santé, sur l'essentiel de la stratégie de recherche documentaire. En gras, j'ai mis les points qu'on verra aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas en gras, c'est ceux qu'on abordera demain ou vendredi, en voyant l'exemple de PubMed et en voyant le cas de la recherche manuelle. C'est un peu une checklist de différentes étapes que vous pouvez réutiliser qui vous servira en fait tout au long de la revue à aborder justement les différents outils, les différentes bases de données, les différents sites internet que vous utiliserez pour la recherche documentaire.
On commence tout d'abord par énoncer une question de recherche qui soit claire et qui soit précise. Donc, c'est généralement le sujet de votre revue systématique. Devant ce sujet, vous allez déterminer quels sont les concepts clés, quels sont les concepts superflus. Les concepts clés, c'est ceux qu'on va chercher concrètement sur les bases de données. Les concepts superflus, c'est ceux qu'on ne va pas chercher. On verra un exemple très concret tout à l'heure. J'ai choisi un sujet de recherche qu'on va décomposer morceau par morceau, justement, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on détermine quels sont dedans les concepts importants, quels sont ceux qui ne sont pas importants. Ensuite, on va choisir les bases de données les plus appropriées par rapport au sujet. Donc ça, on le verra juste après. Je vais vous présenter les principales bases de données qui existent dans le domaine de la santé. Une recommandation que je refais tout de suite et que je réitérerai régulièrement, sur ce point-là, vraiment, c'est crucial de voir avec vos bibliothèques universitaires et vos centres de doc. Déjà parce qu'il y a une pléthore d'outils de recherche et de bases de données dans le domaine de la santé. Il y en a que vous connaissez et qu'on ne connaît pas, il y en a qu'on connaît et que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est systématique, ça, c'est d'expérience. À chaque fois, on découvre en échangeant avec les chercheurs qu'eux connaissent des bases très, très pointues dans leur domaine de recherche que généralement on ne connaît pas, mais que nous, à l'inverse, on connaît aussi des outils de recherche dont eux n'ont pas forcément conscience. Deuxième raison pour laquelle il faut les solliciter, ils pourront vous dire à quelle base de données ou à quels outils de recherche vous avez accès via vos abonnements universitaires. Parce que je présentais des outils de recherche et des bases, certaines auxquelles vous aurez accès, certaines auxquelles vous n'aurez pas accès. Ce sera à vous de piocher dedans selon ce qui est possible ou pas, selon les abonnements universitaires desquels vous bénéficiez, etc. Une fois qu'on a choisi les bases de données appropriées, on va reprendre les concepts clés qu'on a identifiés tout à l'heure et les traduire en descripteurs dans des thésaurus. Ça, j'en reviendrai aussi dessus en détail quand on abordera PubMed. La majorité des bases de données en santé s'appuient sur des thésaurus, sur des vocabulaires qui ont été déterminés à l'avance et qui facilitent le travail de recherche bibliographique. Mais il faut faire coïncider du coup les concepts de notre sujet avec les concepts du thésaurus. On en verra aussi des exemples concrets tout à l'heure. Quand on fait une recherche sur les bases de données en santé, on va combiner par la suite deux types de recherches. Une recherche sur les thésaurus et une recherche qu'on appelle en langage libre. Donc la recherche en langage libre, c'est quand on va chercher des expressions dans les titres, dans les résumés ou dans les mots-clés proposés par les auteurs. Et c'est la combinaison de ces deux éléments qui va permettre de construire des requêtes bibliographiques exhaustives pour être sûr de ne rater aucune référence sur notre sujet de recherche. C'est ce qu'on fera demain pendant PubMed, et du coup, ça, c'est ce qu'on va décliner après sur les différentes bases de données. Donc j'avance un peu dans les étapes. On va adapter ensuite notre équation de recherche à la syntaxe de la base de données sur laquelle on se trouve, prendre connaissance des options de recherche avancées qui existent et qui peuvent faciliter le travail, tester son équation de recherche avec des articles de référence. Donc vous avez tous généralement, quand vous commencez une revue, certains articles que vous avez déjà identifiés qui touchent à votre sujet, vous allez voir s'ils ressortent ou pas dans votre recherche bibliographique. Et s'ils ne ressortent pas, déterminer quels sont les mots-clés qui manquent, pour quelles raisons, quels sont les synonymes qui manquent, etc. Et ensuite, il y a un travail de transcription de son équation de recherche sur les différentes bases de données sur lesquelles on souhaite travailler. Donc ça, on prendra le temps de voir aussi comment ça se déroule. Un rappel, sauvegardez vos équations de recherche de manière régulière et parce qu'à la fin, vous en aurez besoin pour le reporting. Complétez cela par de la recherche manuelle et ensuite, quand vous avez fini de consolider vos équations de recherche, et ben là, vous pouvez extraire les références bibliographiques que vous avez trouvées sur les différentes bases de données en santé et les dédoublonner. Donc là, il y a plusieurs logiciels qui existent pour le dédoublonnage. Moi, je parlerai notamment de Zotero parce que c'est celui qu'on utilise ici, mais vous en avez d'autres. Et après, on passe à l'étape de screening. Et là, généralement, ça sort de notre champ de compétences. C'est quelque chose que seul vous pouvez faire en tant que chercheur et en tant que chercheuse. On aura peut-être l'occasion d'en parler du coup vendredi, quand on abordera les dernières étapes de la recherche bibliographique. Alors, 2 règles d'or sur lesquelles j'insiste et je réinsiste dès maintenant. La première, c'est le fait, comme j'ai dit, que c'est un processus qui prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que c'est un processus itératif, en fait. Typiquement, ce qu'on va faire quand on fait une recherche bibliographique dans le domaine de la santé, on va commencer par construire son équation de recherche sur une première base de données, par exemple PubMed, ce qui prend du temps parce qu'il y a toutes les étapes que j'ai mentionnées avant qu'il faut faire en préalable. Une fois qu'on l'a fini sur PubMed, on va la transcrire sur une deuxième base de données, par exemple Embase. On va découvrir à ce moment-là des mots-clés ou des synonymes auxquels on n'avait pas pensé. Donc, on va mettre à jour l'équation PubMed, ce qui va nous permettre de remettre à jour l'équation Embase, ce qui va nous faire apparaître des résultats auxquels on n'avait pas pensé mais qui sont hors sujet. Donc, on va se rendre compte que tel mot-clé
peut être compris d'une mauvaise manière et on va essayer de le circonscrire. On va porter ça sur une troisième base de données, trouver d'autres synonymes. Donc en fait, on passe son temps à faire des va-et-vient entre différents outils de recherche, entre différentes bases de données. C'est absolument pas un processus linéaire. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne un peu plus en toile d'araignée, où on fait des rebonds justement à chaque fois entre différents outils de recherche, différentes bases de données, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. Ça peut être un peu frustrant au début, mais c'est quelque chose d'un peu chronophage et qui nécessite d'avoir les mains dans pas mal d'outils de recherche à la fois en même temps. Donc c'est là que l'aide d'un bibliothécaire ou d'un documentaliste ou d'une bibliothécaire ou d'une documentaliste peut être vraiment utile pour se faire accompagner dans la prise en main des différentes bases de données, dans les va-et-vient entre ces différents outils de recherche, etc. Et c'est là qu'il faut bien penser à sauvegarder à chaque fois les dernières versions de chacune de ces équations de recherche sur les différentes bases de données, parce que sinon, très facilement, on peut se tromper de version dans une équation de recherche, etc. Donc ça nécessite de l'organisation en amont pour pas se tromper parce qu'on va devoir manipuler plusieurs versions des mêmes équations de recherche sur plusieurs bases pour être sûr de toujours partir des dernières versions, etc. L'autre point sur lequel je réinsiste, et ça fait écho à ce que je viens de dire, il faut tout documenter pour renseigner les stratégies de recherche qui ne fonctionnent pas, mais aussi pour pouvoir décrire à la fin pendant la revue ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus reproductible. Donc là, je fais une incise. Parfois, on a des cas de figure avec des bases de... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur des recherches documentaires que j'ai accompagnées. Parfois, on a des bases de données qui disparaissent. Je vous donne deux exemples ici. OpenGray, qui était une base de littérature grise qui a disparu en 2021, ou la BDSP, la banque de données en santé publique, qui a disparu en 2022, qui étaient des outils de recherche qu'on utilisait pour des revues systématiques. Parfois, on peut avoir d'autres cas de figure, par exemple PubMed. PubMed existe toujours, mais pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de faire de la recherche bibliographique il y a 5 ou 6 ans, PubMed a changé d'interface en 2020 et l'ancienne interface de PubMed, qu'on appelle PubMed Legacy, a été débranchée en septembre 2020. Or, une partie des équations de recherche qui ont été construites sur PubMed Legacy ne sont plus reproductibles aujourd'hui sur la nouvelle interface de PubMed, parce que la manière dont le moteur de recherche de PubMed interprète les résultats de PubMed Legacy a changé, justement. Donc là, on est sur un cas très concret où il faut vraiment documenter précisément ce qu'on a fait pour que justement la démarche bibliographique qu'on a fait à l'époque puisse être comprise malgré le fait qu'elle ne soit pas reproductible. Et on va, pour la banque de données en santé publique, expliquer concrètement comment on a fait la recherche, ce qu'on a obtenu, et essayer aussi d'intégrer des éléments pour décrire ce que c'est que cette base qui aujourd'hui n'est plus accessible et qui, pour des gens qui reprendront les revues thématiques faites avec dans 6 ou 7 ans, on ne trouvera même pas de traces pour essayer de se rappeler de ce que c'était comme base de données. Donc il y a un vrai enjeu à tout documenter. Parfait. Sur le reporting et ce qu'on va conserver précisément comme référence. Donc là, je m'appuie sur Prisma. Donc c'est les recommandations que j'évoquais tout à l'heure. Je vous ai mis le lien, donc vous pourrez le consulter à partir du support. Prisma, c'est les recommandations pour la rédaction de la revue. Avant 2020, et vous le verrez si vous consultez des revues qui sont un peu anciennes, la recommandation qu'on avait, c'était dans sa revue thématique, rapporter la stratégie de recherche complète pour une des bases de données qu'on avait utilisées, typiquement PubMed, Medline, et ensuite lister la liste des autres bases sur lesquelles on avait fait la recherche. 2020, ça a été mis à jour, et depuis 2020, alors c'est les points 6 et 7 ici de Prisma, Prisma recommande de détailler l'intégralité de sa démarche de recherche bibliographique pour tous les sites web, toutes les bases de données, tous les sites de référence, toutes les sources sans exception qui ont été utilisées et qui ont été manipulées. Ça veut dire concrètement, si vous utilisez 4 bases de données différentes pour votre revue thématique, il faut indiquer les équations de recherche pour ces 4 bases de données à la fois. Concrètement, c'est quelque chose que vous ne faites pas dans le corps de la revue, c'est quelque chose qui figure en annexe parce que une équation de recherche sur une base de données en santé, ça peut être très volumineux. Si vous avez des recherches complexes à faire, ça peut facilement faire des équations de recherche qui font 2 ou 3 pages. Vous multipliez ça par 4. Si vous avez 4 bases de données, vous avez 15 pages d'annexes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les annexes. Donc à chaque fois, ce qu'on va renseigner, ça va être la stratégie de recherche globale qui a été employée. Vous allez expliciter, ça généralement ça se fait dans le corps de la revue, quelle notion vous avez choisi de chercher et pourquoi.
Et en annexe, vous allez indiquer les équations de recherche utilisées pour chaque base de données, la liste des bases de données, des outils de recherche qui ont été utilisés, l'interface de recherche qui a été utilisée pour chaque base de données. Par exemple, si vous faites une recherche sur Embase, vous pouvez faire une recherche sur Embase en passant par un outil qui s'appelle Ovid, ou vous pouvez faire une recherche sur Embase en passant par le site d'Embase via le navigateur. Vous allez indiquer quelle modalité de recherche vous avez choisi. Si vous avez utilisé des filtres de langue, de date, vous l'indiquez aussi. Donc, il faut penser à le noter aussi. Si vous avez des options de recherche sur certaines bases de données, c'est le cas sur les bases EBSCO, sur Web of Science, on verra peut-être des exemples demain si on a le temps, vous spécifiez quelles options de recherche sont cochées. Vous indiquez la date à laquelle vous faites la recherche, le nombre de résultats que vous obtenez à cette date, et après toute autre information qui peut être nécessaire pour expliciter ou permettre que votre recherche soit reproductible. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut collecter pour chaque recherche bibliographique que vous faites sans faire exprès, d'où la nécessité que je mentionnais tout à l'heure d'être très organisé dans ce travail de recherche bibliographique. Une astuce qui permet de faciliter les choses, c'est que généralement, vous allez construire vos équations de recherche en amont sur les différentes bases de données et vous allez faire toutes les recherches le même jour. Comme ça, après, vous avez juste au moment du reporting dans votre revue thématique à dire toutes les recherches ont été menées, par exemple, aujourd'hui, le 29 novembre 2023, et après, vous détaillez les stratégies de recherche pour chacune de ces bases, chacune de ces outils. Alors, venons-en maintenant, alors je reviens sur cette, liste. Je vais attaquer par la première question. Le premier point, énoncer une question claire et précise, décider des concepts clés, supprimer les mots vides. Donc comment est-ce qu'on décide des concepts clés? Quelques règles générales tout d'abord et après on retravaillera ça à travers un exemple. Premier conseil que je vous donne, c'est vous détacher du Pico. Alors, je dis Pico par extension, peut-être que certains d'entre vous sont sur du Picos, sur du Spider, sur du Behemoth. Il y a plusieurs modèles de formalisation de ces questions de recherche. C'est Pico, celui qu'on voit le plus couramment. Le Pico, c'est un bon outil pour formaliser les différentes notions de son sujet de recherche, pour se repérer dedans. Par contre, c'est un mauvais outil pour la recherche documentaire. Et donc, je vous conseille de ne pas jeter le Pico à la poubelle, mais par contre de vous en détacher. Tout d'abord parce que tous les champs du Pico ne sont pas nécessaires pour la recherche documentaire. Il y a beaucoup de sujets de recherche où il n'y a que les 2 premières lettres du Pico en fait qui seront pertinentes. Le patient, l'intervention et puis éventuellement l'outcome. Il n'y a pas toujours de comparaison en soi. Par exemple, si vous travaillez sur les effets secondaires de tel médicament, vous n'avez pas forcément de comparaison avec un autre médicament en particulier. Vous faites comparaison par rapport à tous les autres types de traitements qui peuvent exister de fait. Alors, ça peut être un peu compliqué parfois de repérer là-dedans qu'est-ce qui dans votre Pico peut être intéressant ou pas. Donc, il y a une question, alors pour l'instant que je présente de manière abstraite et qu'on va voir très concrètement aujourd'hui et surtout demain quand on va aborder PubMed. Il y a une question qu'il faut vous poser à chaque fois que vous ajoutez une notion à votre équation de recherche, c'est est-ce que cette précision est nécessaire? Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle notion à votre équation de recherche, vous allez associer vos différentes notions avec ce qu'on appelle les opérateurs booléens, qui sont et, ou et sauf, donc and, or ou not, qu'on verra en détail en abordant PubMed, puisque ce sera plus concret à ce moment-là. Chaque fois que vous ajoutez une notion, vous allez l'ajouter avec and. Vous allez avoir différents blocs de votre équation de recherche que vous allez assembler au fur et à mesure. Et chaque fois que vous ajoutez un bloc à votre équation de recherche, vous réduisez le nombre de références bibliographiques que vous allez obtenir à la fin. Parce que vous allez croiser de plus en plus de choses et chercher uniquement des références qui croisent ces différents critères. Si vous mettez trop de notions différentes dans votre équation de recherche, vous allez avoir trop peu de résultats. Et là, il y a un équilibre à trouver qui passe par des tests, qui passe par des sondages. Donc la question à se poser, c'est voilà, est-ce que ça vaut le coup d'ajouter cette précision? Est-ce que ça va vraiment m'aider à supprimer des articles inutiles ou est-ce que ça me risque de faire passer à côté de choses intéressantes? Un exemple concret, en ce moment, au sein du service formation de l'abus santé médecine, on accompagne un groupe d'étudiants et d'étudiantes en thèse d'exercice qui travaillent sur la santé mentale des femmes pendant la période périconceptionnelle, donc pendant le moment où elles s'interrogent sur leur désir d'enfant. Il y a 3 notions dans ce sujet, la santé mentale, les femmes, la période périconceptionnelle. Or, la très grande majorité des articles qui parlent de la période périconceptionnelle parlent déjà des femmes, quasi exclusivement. Il y a peu d'articles
bibliographiques ou dans la recherche de manière générale sur comment est-ce que les hommes vivent la période périconceptionnelle. C'est presque que des articles sur les femmes. Donc là, question, est-ce que le fait de préciser qu'on cherche des articles sur les femmes est vraiment nécessaire? Est-ce que ça va vraiment changer le volume de références bibliographiques que je devrais analyser à la fin? Quand on se rend compte que c'est pas nécessaire, eh ben, il vaut mieux retirer cette notion de la recherche. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Là, je redirige vers mon point 3 parce que toutes les notions ne sont pas aussi faciles à chercher les unes que les autres sur les bases de données en santé. Une règle générale, c'est plus une notion est spécifique, plus elle est facile à chercher. Parce qu'il y aura souvent un mot-clé unique pour la décrire, parce qu'il y aura peu de synonymes, parce que l'indexation sera souvent de qualité. On reviendra sur comment se passe l'indexation demain avec l'exemple de PubMed, mais ce qui ressort, c'est que quand c'est spécifique, l'indexation est souvent de qualité. À l'inverse, plus une notion est générale, moins une notion est propre au champ de la santé, plus elle est difficile à chercher. Un exemple très concret, les femmes pendant la période périconceptionnelle. La période périconceptionnelle, c'est périconceptional période. Éventuellement, il y a un ou deux mots-clés qui se rattachent à ça qui peuvent être cherchés, mais il y a un mot central, c'est périconceptional, et c'est un mot qui a très peu de synonymes et qui n'a pas plusieurs sens non plus. C'est facile, une notion qui est facile à chercher, qui est précise, qui est spécifique. Par contre, la notion de femme, tout de suite, vous avez plein de synonymes possibles, vous avez plein de manières de l'exprimer, plein de manières de le décrire dans les bases de données en santé, c'est beaucoup plus dur à chercher. Et quand vous avez une notion qui est difficile à chercher dans les bases de données en santé, ça va se traduire par soit une difficulté à faire une recherche exhaustive, avec une infinité de synonymes et de mots-clés à chercher et des équations très longues qui en même temps ne sont pas exhaustives, soit une explosion du nombre de résultats parce que certains termes sont interprétés de manière très différente ou de manière trop large. Donc, il y a des sujets où on n'a pas le choix, il y a des sujets où il faut se confronter à ça, mais quand on peut l'éviter, du coup, on se pose cette question: est-ce que cette précision est nécessaire? Et si cette précision n'est pas nécessaire, on enlève cette notion de la recherche. Alors, vous verrez en manipulant les bases de données, certaines bases de données vous proposent des moteurs de recherche en Pico. C'est le cas de la Cochrane, c'est le cas d'Embase. Moi, je vous déconseille de les utiliser parce qu'on va tomber justement dans ces biais-là et ça va vous fausser le nombre de résultats que vous obtiendrez à la fin. Ça donne des choses qui ne sont pas très pratiques, pas très lisibles. Deuxième conseil général pour la revue systématique, évitez d'exclure des notions dans vos équations de recherche. Vous avez un opérateur booléen qui est le NOT, qui vous permet d'exclure des types d'articles qui ne vous intéressent pas. Par exemple, vous voulez trouver que des articles sur les adultes, donc vous voulez exclure tous les articles qui parlent des enfants. Donc vous allez typiquement mettre un NOT children, etc. On vous le déconseille parce que les bases de données, et en particulier les bases de données en santé, sont très sensibles à ces critères d'exclusion. Si vous excluez tous les articles qui parlent des enfants, eh ben, vous allez aussi exclure tous les articles qui parlent des adultes et des enfants à la fois, alors que ça peut être des articles qui peuvent être intéressants pour votre sujet. Vous allez parfois même juste évoquer et exclure des articles qui comprennent quelque part dans leur résumé le mot enfant pour une raison ou pour une autre. Parce qu'on peut avoir certains mots qui peuvent être interprétés de différentes manières et être lus de différentes manières. Il y a différents outils qui existent, qu'on verra demain avec PubMed, qui permettent justement de restreindre sa recherche sans passer par des exclusions de notions. On les verra demain, on prendra le temps de les voir demain, mais voilà, conseil général, ne prévoyez pas de partie avec note quelque chose dans vos équations de recherche sur les revues systématiques, parce que quasi systématiquement, ça risque de vous exclure des choses pertinentes. Alors, un exemple concret pour que ce soit un peu plus parlant. Je suis allé chercher un sujet qui est un vrai sujet de revue systématique. C'est une revue systématique Cochrane qui date d'il y a quelques années. Les effets secondaires de l'ocrelizumab dans le traitement de la sclérose en plaques. Comment est-ce qu'on analyse ce sujet? Première étape, ce qu'on appelle les mots vides ne sont pas à prendre en compte. Les mots vides, c'est les articles. Les, dans, de la, de, L'. C'est des notions qui, dans tous les cas, ne sont pas prises en compte parce qu'on n'écrit pas de phrases complètes sur les bases de données en santé. On va chercher des mots-clés. Donc, on va commencer par les ignorer dans la présentation de notre sujet de recherche. À partir de là, il nous reste 4 notions. Effets secondaires, ocrelizumab, traitement, sclérose en plaques. Toutes ces notions n'ont pas la même valeur. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Et c'est vraiment ces 3 autres notions, effets secondaires, ocrelizumab et sclérose en plaques,
qui sont les plus pertinentes. Et on va même préciser un cran plus loin, parce que au sein de ces 3-là, on peut aussi mettre en place une hiérarchie. Moi, ce qui me semble être les 2 notions clés ici, c'est ocrelizumab et sclérose en plaques. On cherche avant tout des articles sur l'interaction entre cette molécule et cette maladie. Alors, pour chacune des notions clés qu'on va identifier, on va se poser la question du niveau de précision. Est-ce qu'on est au bon niveau de précision? Est-ce qu'il faut élargir ou est-ce qu'il faut préciser? Sclérose en plaques. Est-ce qu'on cherche les articles sur toutes les formes de sclérose en plaques? Est-ce qu'on cherche des articles sur la sclérose en plaques chronique progressive, sur la sclérose en plaques récurrente rémitante? Ça, c'est quelque chose que vous savez déjà en amont, généralement. C'est quelque chose que vous déterminez au moment du protocole de recherche, au moment du choix du sujet de recherche. Donc, c'est une question à laquelle vous avez déjà la réponse. Pareil pour l'ocrelizumab. Est-ce que vous travaillez sur cette molécule en particulier? Est-ce que vous voulez travailler sur une famille de molécules ou une famille de traitements? Est-ce que vous prévoyez, oui ou non, une comparaison entre l'ocrelizumab et un autre médicament, auquel cas il faudra rajouter un morceau à votre équation de recherche avec cet autre médicament? Ça, c'est quelque chose que vous savez. J'ai volontairement laissé de côté la question des effets secondaires parce que généralement, à ce stade, quand on va repérer 2 notions comme ça, qui sont généralement de type traitement-intervention, c'est vraiment les 2 premières lettres du PICO. Patient-intervention, c'est vraiment les 2 choses clés. On va faire des sondages, en fait. On va aller sur les bases de données, construire des requêtes non exhaustives dans un premier temps, mais des premières requêtes pour avoir une idée du nombre de résultats qui ressortent. Si, avec ocrelizumab, les scléroses en plaques, vous avez 400 résultats sur PubMed. 400, c'est très peu pour une revue systématique. Sachant que dans ces 400, il y a toujours des choses qui sont hors sujet, il y a toujours des choses qui ressortent par hasard, et il y a toujours des choses qui ne sont pas d'assez bonne qualité pour être retenues. Donc sur les 400, vous savez qu'à la fin, il vous en restera 10 maximum. 400, c'est très peu. Donc on va s'arrêter là. Et on va plutôt développer cette équation avec seulement 2 notions, parce que si on rajoute la notion d'effet secondaire, qui est une notion qui n'est pas spécifique, qui est une notion assez générique justement, donc plus difficile à chercher, on risque de perdre d'autres références bibliographiques. On va se poser à chaque fois la question de la spécificité des notions. Si on a 2 notions spécifiques et peu de résultats, on va préférer travailler uniquement sur ces 2 notions spécifiques sans ajouter d'autres notions qui risquent de réduire encore le nombre de références. À l'inverse, si avec ocrelizumab et sclérose en plaques, j'ai 40 000 références bibliographiques sur PubMed, ce qui est un volume que je ne serais pas capable de traiter, là, on va se dire, OK, on va ajouter une 3e notion, qui est celle d'effets secondaires. Alors, dans tous les cas, votre sujet, c'est sur les effets secondaires de l'ocrelizumab dans la sclérose en plaques. Mais voilà, si vous avez très peu de résultats en cherchant juste les 2 termes en vert, vous vous dites, il vaut mieux que je les dépouille tous pour être sûr de rater aucune référence qui mentionne ces effets secondaires en question. Si vous en avez beaucoup, là, vous allez justement rajouter une partie de votre équation de recherche sur les effets secondaires. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand j'expliquais que c'était un processus itératif et quand j'expliquais aussi qu'on va chercher un équilibre entre la précision et l'exhaustivité. Il y a aussi une dimension concrète derrière des moyens que vous avez pour traiter les références. Parfois, vous avez des sujets de recherche qui sont précis, qui sont pointus, mais qui vont faire remonter 100 000 références bibliographiques. Et dans ce cas, ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir déminer très tôt, au moment du protocole de recherche, pour étudier la faisabilité des recherches. C'est pour ça que dès le protocole de recherche, on vous conseille de contacter des bibliothécaires pour vous aider dans ce travail de démarche et de repérage des notions pertinentes par rapport à vos sujets. Parce que nous, on a quelque chose que la plupart d'entre vous n'ont pas, c'est qu'on fait des recherches bibliographiques tous les jours sur énormément de sujets différents. Et comme on le fait tous les jours sur énormément de sujets différents, on a une connaissance empirique des bases de données en santé. On sait par avance quelles notions vont être dures à chercher, quelles notions vont être faciles à chercher. Alors, il y a une question dans le chat, combien de revues ou articles au minimum faut-il pour une bonne revue? C'est très difficile à dire parce que ça peut vraiment varier selon les sujets. Si vous travaillez sur des traitements récents sur lesquels il y a peu de littérature, parfois vous aurez que quelques centaines de références bibliographiques dans votre recherche bibliographique. Sachant qu'à la fin, voilà, il y a la recherche bibliographique qu'on fait qui est exhaustive, donc on va trouver beaucoup de références. Et après, vous avez le travail de screening, où vous allez réduire progressivement ce volume de références jusqu'à avoir seulement quelques articles que vous intégrerez dans votre revue. Voire pas suffisamment pour conclure. On a parfois des revues thématiques dont la conclusion, c'est: on a fait un travail de recherche exhaustive
Et notre conclusion, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'essais cliniques de bonne qualité pour qu'on puisse répondre à la question qu'on avait formulée au début. D'où l'importance de tout documenter, parce que comme ça, 10 ans après, vous pouvez refaire la même chose et dire, OK, maintenant, il y a des nouvelles références, des nouveaux essais, etc. Donc, combien de revues au minimum? C'est dur à dire. L'une des questions à se poser, par contre, c'est combien de références au maximum vous pouvez traiter dans une équipe de recherche. Au-delà de 10 000 références, généralement, ça peut être un peu compliqué. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête et c'est quelque chose qui peut amener à préciser ou non un sujet de recherche. Une autre différence par rapport à ça, c'est entre une revue systématique et une méta-analyse, qui sont généralement des questions de recherche précises, et une scoping review où les questions de recherche sont plus larges. S'il y en a parmi vous qui font des scoping reviews, là, vous allez facilement vous retrouver avec 10 000, 15 000 références. Mais l'analyse des résultats ne se fait pas tout à fait de la même manière. Euh, donc, c'est dur de répondre parce qu'en fait, c'est vraiment au cas par cas, selon le type de revue que vous faites, le domaine disciplinaire dans lequel vous êtes et le sujet en lui-même. Est-ce que c'est un traitement récent ou pas? Est-ce qu'il y a de la littérature qui existe sur ce traitement ou pas, etc. Mais une recherche bibliographique qui donne moins de 1000 résultats sur plusieurs bases de données à la fois, généralement, c'est un point de repère qu'il n'y a pas assez de littérature ou que la recherche n'est pas assez exhaustive. Donc, je vais être très prudent et dire entre 1000 et 10 000. Au-delà, souvent, c'est trop. En deçà, souvent, c'est que c'est pas assez exhaustif. Alors, j'ai laissé un mot de côté, traitement. Alors, pourquoi je l'ai laissé de côté? Parce que c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que ça vaut le coup d'ajouter une précision? Dans la mesure où on cherche ocrelizumab et sclérose en plaques, la notion de traitement, elle est sous-tendue en fait, puisque tous les articles qui vont porter à la fois sur l'ocrelizumab et la sclérose en plaques vont porter sur le traitement de la sclérose en plaques par l'ocrelizumab. Il n'y a pas d'autre type d'interaction ou peu d'autres types d'interactions possibles entre ces deux objets. Et ici, la question de traitement, du coup, elle apparaît comme superflue. Elle est déjà sous-tendue dans la relation entre les deux autres termes. Et du coup, le problème que ça va poser, c'est qu'on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, plus c'est spécifique, plus c'est facile à chercher, plus c'est générique, plus c'est difficile à chercher. Une notion comme traitement, c'est extrêmement compliqué à chercher parce que vous avez 10 000 termes de vocabulaire existants possibles pour désigner la manière dont une maladie est soignée, est traitée, est prise en charge et accompagnée par un médicament. Là, rien que là, je vous ai donné 4 synonymes en français. Il y en a beaucoup d'autres en anglais. Il y a plein de manières de le formuler. C'est une notion qui est quasi impossible à chercher dans une revue systématique. Donc, c'est ce genre de mots qu'on va enlever et c'est pour ça qu'on va faire ce travail en décomposition progressive. En repérant d'abord les notions qui sont les plus pertinentes, on va pouvoir après hiérarchiser les notions et se demander à chaque fois, est-ce que ça vaut le coup d'ajouter cette précision? Oui. Est-ce que ça vaut le coup d'ajouter cette précision? Non, parce que c'est déjà sous-entendu par le choix des termes qu'il y a avant. Un travail un peu conceptuel qui peut être un peu compliqué et que je vous recommande de faire à plusieurs aussi, parce que typiquement sur ce genre de questions, c'est plus facile de se poser à plusieurs et de réfléchir à plusieurs sur qu'est-ce qu'on garde pas. Alors, pour finir sur la question de l'établissement du protocole de recherche, vous allez avoir besoin, logiquement, d'identifier d'autres revues systématiques qui existent sur votre sujet. Enfin, pour vérifier en fait s'il n'y a pas déjà des revues qui ont traité le sujet. Ça peut servir à deux choses en fait. Déjà vérifier s'il y a déjà des revues qui existent et qui disent la même chose, ou vérifier aussi s'il y a des revues qui sont prévues sur le sujet. Donc, je vous ai mis par exemple le lien vers Prospero. Prospero, c'est un site qui collecte les protocoles de revues systématiques, donc les projets de revues systématiques qui sont en cours de réalisation. Une revue systématique, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour les plus longues et les plus colossales. Donc, parfois, vous pouvez avoir une revue sur le même sujet qui a commencé l'an dernier. Et autre utilité d'aller trouver d'autres revues systématiques, pour la revue systématique notamment, pour la recherche bibliographique, pardon, notamment. Et ben, si vous trouvez une revue systématique sur un sujet proche ou où il y a une partie du sujet qui est commun, par exemple, vous trouvez une revue systématique sur la réhabilitation dans le cadre de la sclérose en plaques, et ben, vous pouvez aller regarder c'est quoi la stratégie de recherche documentaire pour la partie de la revue sur la sclérose en plaques. Et ça peut vous donner comme ça des blocs d'équations de recherche déjà rédigés, réutilisables, dont vous pouvez vous inspirer, et ça fait gagner ici encore beaucoup de temps pour la recherche. Alors, où trouver des revues systématiques? Les revues, elles sont par essence sur le site de la Cochrane Library, que je ne vous conseille pas pour trouver des revues parce que le moteur de recherche est très, très laborieux à prendre en main.
De manière plus simple, moi je vous conseille d'aller regarder sur PubMed et sur Embase. Toutes les revues Cochrane sont versées sur PubMed et Embase et c'est beaucoup plus facile à utiliser comme outil de recherche. Prospero pour repérer s'il y a des protocoles. Et je vous ai aussi indiqué un tout nouvel outil de recherche qui s'est lancé l'an dernier ou il y a 2 ans, qui s'appelle LOVE. Alors ça veut dire Living Overview of Evidence. C'est développé à partir d'une base de données qui s'appelle Epistemonikos et qui en fait va récupérer des références de revues systématiques sur plein d'autres bases de données. Donc c'est une base très exhaustive. Par contre, le moteur de recherche est seulement en cours de développement, donc c'est un peu compliqué à utiliser. Mais on trouve plein de choses dessus. Et je vais en venir à la construction d'une stratégie de recherche, mais juste avant, une autre question sur le chat. Combien de personnes faut-il pour réaliser une revue? La recommandation de la Cochrane, c'est au moins 2 personnes, au moins 2 chercheurs, pour limiter les risques de biais, pour qu'il y ait 2 personnes à chaque fois qui fassent le screening, qui lisent les articles, le texte complet des articles pour voir ce qui est pertinent ou non. Après, ça dépend de l'importance de la revue, de s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, du découpage des tâches aussi. Si une recommandation de la Cochrane que j'ai évoquée, c'est se faire assister de bibliothécaires ou de documentalistes. Si vous faites une méta-analyse, eh ben, ça vaut le coup d'aller chercher des spécialistes de la manipulation des données. Donc après, ça va dépendre de la complexité de votre sujet, mais au moins 2 personnes. On a notre sujet de recherche, on a notre question de recherche, on a repéré les concepts clés, on sait ce qu'on veut chercher, donc maintenant, on va identifier les outils de recherche sur lesquels on va travailler. Et le premier outil sur lequel on va faire de la recherche bibliographique, ce sont les bases de données bibliographiques. PubMed, Embase, Lisa, Sinal, etc. Donc petit rappel d'abord sur c'est quoi une base de données bibliographique. Une base de données bibliographique, c'est un ensemble d'informations en fait. C'est une base de données sur laquelle on va chercher des éléments et sur laquelle on va trouver des références bibliographiques. C'est un premier point sur lequel j'insiste. Sur les bases de données, vous n'avez pas les articles complets. Vous avez des références, c'est-à-dire les métadonnées qui vont renseigner ce qu'est l'article. Son titre, son résumé, la liste de ses auteurs, leurs affiliations, le type de publication, la date, le journal dans lequel c'est sorti, toutes les références qui vont permettre de la chercher, de l'identifier et de la citer par la suite. Par contre, alors à part une deux exceptions, sur la majorité des bases de données, ce que vous avez ensuite, c'est des liens vers le texte complet de l'article. Il ne figure pas dessus. Sur PubMed, vous n'avez pas d'article complet, sur Embase non plus. Et du coup, il y a 2 étapes en fait. Il y a la première étape où on va repérer des références bibliographiques et il y a la deuxième étape, mais qui va se passer plus tard, qui va se passer après le screening. Donc, quand vous aurez considérablement réduit le nombre de références bibliographiques que vous devrez manipuler, où là, vous allez vous poser la question d'accéder au texte complet de ces articles. Sur ces bases de données en santé, l'une des particularités des bases de données en santé, enfin, il y en a 2. Souvent, les bases de données en santé, c'est des outils de recherche qui sont très puissants, davantage que les bases de données dans les autres domaines, notamment pour permettre que les recherches soient reproductibles. Donc, on verra comment construire des recherches reproductibles sur PubMed, sur Embase, etc. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, je ne reviens pas plus dessus. Et l'autre grande particularité des bases de données en santé, c'est presque toutes s'appuient sur des thésaurus, donc des langages préparés par les équipes qui ont conçu les bases de données en santé pour justement permettre l'indexation des articles et permettre de les retrouver plus facilement. Donc là aussi, quand on abordera PubMed, en fin de cette séance, si on a le temps, sinon demain, on commencera par revenir sur le mesh, qui est le thésaurus de PubMed, et dont la prise en main est indispensable pour faire une recherche réussie. Alors ça, c'est un exemple de référence bibliographique qui vient de l'interface de PubMed Legacy, donc PubMed avant 2020. Comme vous voyez, je n'ai pas de texte complet d'article ici. J'ai au début l'abrégé du nom de la revue, la date, le fascicule, le DOI, qui est le numéro d'identification en ligne des articles, le titre, quelques précisions. Ici, c'est un article en russe dont le résumé est traduit, les auteurs et leurs affiliations qu'on peut déplier en cliquant sur le petit plus, le résumé, les mots-clés proposés par les auteurs, et en dessous, les termes mèches qui ont permis l'indexation de l'article dans PubMed. Ça me permet de revenir un peu sur cette question de mots-clés. Les mots-clés mèches, c'est des formes grammaticales, verbales, syntaxiques qui sont précises et qui sont clairement définies en amont par, en l'occurrence pour le MESH, les équipes de la National Library of Medicine qui s'occupent de ce thésaurus. Sur ce sujet, vous voyez que les auteurs ont proposé, enfin vous voyez, c'est en tout petit, donc si vous avez des petits écrans, vous ne voyez pas, mais vous imaginez.
que les auteurs ont proposé un mot-clé qui est immunosuppressive thérapie. Le mot-clé mèche qui correspond, vous avez en bas, c'est immunosuppression. Et c'est cette forme-là précise qu'on va utiliser quand on va faire une recherche en mèche sur ce sujet. Donc, même si les auteurs ont utilisé un mot-clé légèrement différent, au moment de l'indexation en mèche, on va rapatrier ça sous la même étiquette d'immunosuppression pour faciliter la recherche, pour qu'il n'y ait pas à chercher 10 000 manières différentes, 10 000 synonymes différents pour trouver les articles sur l'immunosuppressive thérapie. Alors, ça facilite les recherches, mais ça ne dispense pas, quand on fait une revue systématique, comme il faut être très exhaustive, de faire aussi une recherche de synonymes en langage libre. Ça, on y reviendra. Par contre, pour vos recherches qui ne sont pas des recherches systématiques, vos recherches courantes, le MESH, c'est un outil indispensable et c'est souvent suffisant pour la majorité des recherches. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur les bases de données en santé? Essentiellement des références d'articles universitaires, qui sont en libre accès ou non. Ça me permet, par rapport à cette question du libre accès ou non, de faire une première évocation de ce point-là sur lequel je reviendrai vendredi. Quand vous avez des liens vers des articles universitaires qui ne sont pas en libre accès, les sites des éditeurs vont vous proposer de payer pour acheter ces articles. Recommandation importante, n'achetez jamais d'articles en ligne, sollicitez vos bibliothèques. Déjà parce que nous, on est très fort pour vérifier s'il n'y a pas des versions gratuites de ces articles qui existent en ligne. C'est notre travail en fait. Ensuite, parce qu'il y a de grandes chances qu'on ait cet article, mais qu'il soit pas forcément signalé, que ce ne soit pas forcément signalé pour vous quand vous cherchez l'article en ligne directement. Parce que c'est toujours un peu nébuleux et nous, on peut vous montrer comment y accéder via vos abonnements universitaires. Enfin, parce que la majorité des bibliothèques ont des services de prêt entre bibliothèques ou de reproduction de documents qui fait que même si on n'a pas l'article, on peut vous l'obtenir gratuitement. Donc, dans tous les cas, voilà, c'est vraiment la règle d'or. N'achetez jamais d'articles en ligne. Si vous avez un doute, si vous avez une question, si vous n'arrivez pas à y accéder, allez voir vos bibliothèques et vos centres de doc. Ils s'en occupent pour vous. Sur ces bases de données, on va aussi trouver des références de revues systématiques, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et après, on peut parfois trouver de la littérature grise, mais j'insiste sur le parfois. On peut trouver des préprints, on peut trouver des abstracts d'intervention en colloque, des mémoires ou des thèses universitaires, des recommandations, mais c'est quand même quelque chose qui reste assez rare et assez marginal. Et ce n'est pas le cas de toutes les bases. Par exemple, sur PubMed, il n'y a presque rien en la matière. Il n'y a presque pas de littérature grise. Tout ça, c'est des choses qu'on va trouver quand on va faire de la recherche manuelle. C'est quelque chose sur lequel, du coup, on reviendra vendredi. C'est en particulier le cas si vous essayez d'identifier des essais cliniques, puisqu'il y a beaucoup d'essais cliniques dont on ne retrouvera pas la trace sur les bases de données traditionnelles, à part la Cochrane. Et là, du coup, il faut être capable d'aller sur des sites spécialisés pour la recherche d'essais cliniques. Alors, quelle base de données on va choisir quand on va faire de la recherche bibliographique en santé pour une revue systématique? La première règle, c'est une recommandation ici encore de la Cochrane, du Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. On va chercher sur au moins 3 bases de données bibliographiques différentes. Alors, il y en a 3 qui sont incontournables, que vous allez utiliser dans la plupart des cas si vous y avez accès. PubMed, Medline. Alors, je fais un tout petit point de vocabulaire ici. Moi, je fais comme tout le monde, je dis PubMed par abus de langage, mais le nom de la base de données, c'est Medline. Medline, c'est la base de données dont les articles sont indexés en mèche. Et PubMed, ça veut dire Public Access to Medline. C'est le nom du moteur de recherche. Alors, comme tout le monde, moi, par abus de langage, je dis PubMed pour désigner la base de données. Après, quand vous ferez le reporting, et ça, ce sera dans le diaporama, c'est précisé à la fin, et je vous dis dans le diaporama comment faire, vous indiquerez pas que vous avez fait une recherche sur PubMed, vous indiquerez que vous avez fait une recherche sur Medline via PubMed, sur la base de données Medline, via l'interface de recherche PubMed. Alors PubMed Medline, c'est une base qui est avant tout spécialisée en médecine, en particulier en médecine clinique, mais qui est très intéressante aussi pour les autres champs de la santé. Alors je vous ai listé ici les principaux. C'est une base qui est plus compliquée à utiliser pour tout ce qui est recherche, qui touche à la pharmacie, la pharmacologie, la toxicologie. On le verra demain quand on abordera la question de l'indexation des médicaments, des substances, des molécules sur PubMed. Mais ça n'en reste pas moins une base qui est essentielle. Aucune base n'est parfaite dans tous les cas et c'est aussi pour ça qu'on va tout le temps en utiliser plusieurs. Chaque base a ses points forts, chaque base a ses points faibles et c'est vraiment en croisant les recherches sur plusieurs bases qu'on va pouvoir construire quelque chose d'exhaustif. Deuxième base importante, Embase. Alors Embase, il y a un problème, c'est que c'est une base payante produite par Elsevier, donc tout le monde n'y a pas accès.
À Université Paris-Cité, on est abonné à Embase, donc vous y avez accès. Je crois que dans la liste des participants, il y a quelqu'un de Marseille, si je ne dis pas de bêtises, donc à Marseille aussi, vous avez un abonnement institutionnel à Embase. Pour les autres universités, je ne peux pas vous dire. Donc c'est à voir avec votre bibliothèque universitaire si vous y avez accès ou non. À l'origine, c'est une base pharmacie, pharmacovigilance, toxicologie, qui propose des outils de recherche extrêmement puissants pour la pharmacovigilance. J'évoquais tout à l'heure un sujet sur les effets secondaires d'une molécule. M-base, c'est une base qui est incontournable pour chercher des articles sur les questions d'effets secondaires, qui propose des outils de recherche et des fonctionnalités de recherche extrêmement poussées. Et après, elle s'est étendue par la suite à tous les champs de la santé. Donc, même si vous avez une recherche qui n'implique pas de dimension médicamenteuse et tout, si vous avez accès à Embase, je vous recommande vraiment de chercher sur Embase parce que le moteur de recherche est très puissant, les outils de recherche sont très puissants et il y a beaucoup de choses dessus. Il y a plus d'articles sur Embase que sur PubMed, sachant aussi que chaque base a aussi ses articles que n'a pas l'autre. Par contre, pour tout ce qui est psychologie, psychiatrie, je pense pas qu'il y ait des gens concernés parmi vous, enfin je sais pas, mais en tout cas, là par contre Embase, c'est pas terrible. Dernier outil de recherche, c'est la Cochrane Library que je mets un peu à part et sur laquelle donc je reviendrai vendredi, parce que sur la Cochrane, vous avez 2 volets. Vous avez la recherche de revues systématiques et je vous ai dit tout à l'heure que l'interface de la Cochrane n'était pas agréable à prendre en main, donc c'était plus facile de chercher ces revues systématiques via PubMed que via la Cochrane. Et surtout, la Cochrane dispose d'une interface qui s'appelle Cochrane Central et qui est un outil de recherche extrêmement puissant pour chercher des essais cliniques. Et c'est là qu'on va se servir de la Cochrane pour identifier des essais cliniques. C'est vraiment sa principale utilisation, sa principale utilité. Alors, ça, c'est les 3 principales. Il y en a beaucoup d'autres que je vais évoquer juste d'abord. Mais un point essentiel tout d'abord, si vous faites une recherche sur ces 3 bases, vous aurez systématiquement beaucoup de doublons. Si j'essaye faire de mon expérience en matière de dédoublonnage sur les bases de données en santé, généralement, je vais récupérer les références bibliographiques qui sont sur PubMed, celles qui sont sur Embase, celles qui sont sur Cochrane. Je vais me retrouver, mettons, avec 3000 références. Sur ces 3000 références, il y aura 1000 doublons. Donc en fait, il n'y aura que 2000 références différentes. C'est le ratio qu'on a généralement. Un tiers des références bibliographiques sont des doublons par rapport aux autres. C'est celui que j'ai sur la grande majorité des recherches que j'ai fait. D'où l'importance du dédoublonnage parce que déjà, ça relativise le volume de références qu'on a. Vous avez 10 000 références, vous vous dites, oh là là, ça va être très compliqué. Ben, en fait, vous en avez que 7 000 en vrai. C'est beaucoup quand même, hein, mais ça passe un peu plus. Et ensuite, voilà, l'étape de dédoublonnage, elle est essentielle parce que elle vous fait gagner un temps fou après pour l'analyse des références. 3000 références de moins analysées, c'est un énorme gain de temps. Alors autour de ces bases de données, il y en a plein d'autres. Et là, je vous ai fait une liste non exhaustive. Je ne vais pas tout détailler. Et l'objectif, c'est pas que vous les connaissiez toutes. Par contre, l'objectif, c'est que vous ayez quelque part un document qui vous récapitule ces principales bases. Il y a des bases de données qui sont d'abord spécialisées dans certains domaines de la santé. Les sciences infirmières avec Sinal, l'odontologie avec DOS, la kinésithérapie, là je vous en ai mis tout un tas, ou la psychologie. Alors, quand j'ai mis un lien web, c'est que c'est des bases qui sont en accès libre en ligne, gratuitement. Quand il n'y a pas de lien, c'est que c'est des bases qui sont sur abonnement. Là, en l'occurrence, les 4, Sinal, DOS, Sportdiscus et Psychinfo, sont des bases EBSCO, donc produites par un éditeur qui s'appelle EBSCO, qui sont sur abonnement. Donc, nous, on est abonné, par exemple, à Université Paris-Cité, à Sinal, DOS et Psychinfo. Mais on n'est pas abonné à Sportdiscus. Par contre, je sais qu'il y a plein d'autres universités qui le sont. Donc là, c'est aussi à voir avec vos BU à quoi vous avez accès. Alors, c'est des bases qui peuvent être intéressantes parce qu'elles ne se limitent pas, elles se limitent moins à un champ disciplinaire qu'à un domaine de la santé. Je ne crois pas qu'il y ait de kiné parmi vous. Donc, a priori, les bases de kinésithérapie ne sont pas intéressantes. Mais si vous travaillez sur les questions de réhabilitation, si vous travaillez sur comment est-ce qu'on entretient, comment est-ce qu'on lutte contre la sclérose en plaques via le sport et l'exercice, et bien là, les bases de kinésithérapie peuvent être intéressantes parce que vous allez aussi trouver des choses qui abordent le problème par un autre biais. De la même manière, les bases de sciences infirmières se limitent rarement aux sciences infirmières, mais comportent plein de données intéressantes sur les soins primaires et sur l'accueil dans les services d'urgence. Donc, si vous êtes sur la question de la prise en charge d'un malade aux urgences, Sinal, c'est une base indispensable.
Si vous êtes sur la question des soins courants, du rapport aux patients, des questions d'éthique médicale aussi, Sinal, là encore, c'est une base qui est vraiment importante. Donc c'est bien d'avoir une idée de ce périmètre de l'ensemble des bases et ici, c'est bien d'aller voir justement vos centres de doc, vos bibliothécaires parce que nous, on fait les liens justement entre ces différents objets de recherche et les différentes bases et on peut vous aider aussi parce qu'on a une expérience, parce qu'on accompagne beaucoup de revues dans beaucoup de domaines de la santé différents. Ici, à la BU Santé Médecine, on accompagne tous les domaines de la santé sauf la pharmacie, qui sont des sujets de recherche traités par la BU Santé Pharmacie. Ce qui fait qu'on peut facilement faire des liens entre des bases qui, a priori, sont dédiées au paramédical et des bases qui sont, a priori, dédiées au médical, mais qui, en fait, ont des points d'intersection. Alors, vous avez les bases de données dans les autres domaines de la santé. Vous avez les bases de données francophones et internationales. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Les bases de données en sciences humaines et sociales, si vous avez des recherches en éthique ou en santé publique, vous avez pas mal de choses dessus. En particulier sur Kern, vous avez beaucoup de choses sur les questions de santé publique et d'information aux patients aussi. Une recherche sur quel est le meilleur moyen d'informer les patients sur la sclérose en plaques. Kern, c'est un outil de recherche indispensable, par exemple, parce que vous avez plein de choses en sciences de l'information et de la communication qui peuvent être mobilisables pour le sujet. Et je vous ai indiqué aussi d'autres bases pour tout ce qui est recherche environnementale, etc. Alors, deux précisions. Tout d'abord, tous ces outils ne permettent pas de faire des recherches complexes ni des recherches reproductibles. Je présenterai notamment les bases de données sciences humaines et sociales vendredi, quand on abordera la recherche manuelle, parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de thésaurus, il n'y a pas de moteur de recherche reproductible. L'interface est très déstabilisante quand on vient de bases de données comme PubMed ou Embase. Et du coup, c'est un apprentissage différent et un reporting différent qu'il faudra faire. Deuxième point important, cette liste, elle n'est pas exhaustive. Donc moi, je vous ai mis le lien vers nos guides disciplinaires à l'Université Paris-Cité, où il y a la présentation des bases auxquelles on a accès et d'autres bases en accès libre. Mais ici encore, voilà, allez voir vos BU, allez voir vos centres de doc, ils pourront vous dire à quoi vous avez accès ou vous aider à repérer d'autres bases auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Ou à l'inverse, vous détromper sur certaines bases qui vous paraissent essentielles mais qui ne le sont pas. Alors, certains types de bases sur lesquelles je fais des focus en particulier. Tout d'abord, ce qu'on appelle les bases bibliométriques, les portails d'éditeurs et les moteurs de recherche. Alors, base bibliométrique, c'est du jargon de bibliothécaire. Si vous ne retenez pas ce que c'est qu'une base bibliométrique, ce n'est pas grave. C'est des bases en fait qui permettent d'évaluer l'activité des chercheurs et de faire la bibliométrie des chercheurs. Ce qui m'intéresse ici, ce que je veux souligner ici, c'est que ce n'est pas des bases qui sont pensées pour la recherche bibliographique dans le cadre d'une revue systématique, contrairement à PubMed, à Embase, à Sinal, etc. Donc les fonctionnalités de recherche sont moins développées, il n'y a pas de thésaurus, il y a beaucoup plus de références bibliographiques et c'est souvent des bases qui sont interdisciplinaires. Excusez-moi. Donc c'est des bases qui peuvent être vraiment utiles si vous avez un sujet qui est à cheval sur plusieurs disciplines. Je mentionnais tout à l'heure l'information aux patients sur la sclérose en plaques. C'est un sujet qui touche à la santé et qui touche aux sciences de l'information et de la communication et qui touche aussi à la sociologie. Donc là, typiquement, pouvoir aller sur une base où vous aurez des résultats de santé, mais pas que, c'est un vrai plus. Donc tous ces outils sont interdisciplinaires. Web of Science et Scopus sont des bases sur accès payant. Donc c'est à voir avec vos institutions si vous avez accès aux deux ou auxquelles vous avez accès sinon, ou si vous avez accès à aucune. Elles permettent de faire des recherches qui sont reproductibles. Par contre, ce n'est pas le cas de Google Scholar. Google Scholar, c'est un moteur de recherche qui est en accès gratuit cette fois-ci, et Google Scholar, les options de recherche sont beaucoup plus limitées. Vous ne pouvez pas construire d'équations de recherche complexes avec des systèmes de parenthèses et d'opérateurs booléens imbriqués. Donc, vous ne pourrez pas reproduire les équations de recherche que vous avez réalisées sur PubMed. Il n'y a pas de thésaurus, il n'y a pas de transparence de l'algorithme de classement des résultats. Les recherches ne sont pas reproductibles parce qu'elles prennent en compte des choses comme les paramètres de votre navigateur, votre historique d'utilisation de Google, votre localisation géographique pour modifier les résultats qui vous seront proposés. Et vous n'avez pas la possibilité vous n'avez pas la possibilité de récupérer toutes les références bibliographiques qui sont proposées par Google Scholar. À chaque fois, ça vous propose seulement de récupérer quelque chose comme les 1000 premières références. Mais ça n'en reste pas moins un outil vraiment utile, notamment pour sortir du domaine purement anglophone et francophone de la recherche. Alors,
Je vais y venir, je vais sauter la slide précédente, je vais revenir après. Je vais faire maintenant un zoom sur la question du biais linguistique, justement, parce que je vais faire le point avec ce que je viens de dire sur Google Scholar. C'est une limite qui est parfois infranchissable, parce que dans vos équipes de recherche, tout simplement, vous allez uniquement chercher des articles dans les langues que vous parlez. La plupart du temps, nous, on accompagne des recherches où on restreint à l'anglais ou au français. Si vous avez d'autres connaissances linguistiques au sein de l'équipe, c'est un vrai plus. Vous pouvez trouver d'autres références bibliographiques. Si vous avez la possibilité d'accéder à des bons outils de traduction aussi, ça peut être un plus, même si, comme souvent, les outils de traduction, ils achoppent un peu dès qu'on est sur une littérature très technique. Et la littérature en santé, elle a un haut degré de technicité, elle a un vocabulaire qui est très spécifique et propre à la santé. Donc ça, c'est à vous de voir, au sein de vos équipes de recherche, quel filtre vous voulez mettre en place. Mais je prends un exemple, la grande majorité des revues systématiques américaines se cantonnent uniquement à la littérature publiée en anglais et ne prennent pas en compte la littérature du reste du monde. Il y a par contre un autre biais auquel on peut répondre, c'est la couverture multilingue très faible des bases de données en santé. Presque toutes les bases que j'ai évoquées pour l'instant, PubMed, Embase, Cinal, les bases EBSCO, presque tous ces outils de recherche sont exclusivement interrogeables en anglais et s'appuient quasi exclusivement sur des sources anglo-saxonnes. Revues américaines, revues britanniques, revues européennes parues en anglais. Et le reste est quasi systématiquement retiré de ces revues. On a très peu de choses dans d'autres langues et du coup très peu de choses qui viennent d'autres régions du monde que les États-Unis et l'Europe. Ce qui peut parfois poser problème pour certains sujets de recherche. Ce qui peut poser problème déjà parce qu'il va manquer toujours une partie de la littérature, mais ce qui va aussi poser problème, si vous travaillez sur certains domaines de recherche qui nécessitent de prendre en compte des spécificités régionales ou des spécificités linguistiques. Par exemple, votre sujet de recherche touche au droit du travail ou à la médecine du travail. Vous allez avoir besoin de prendre en compte des spécificités juridiques locales. Si vous travaillez sur la médecine du travail en France liée à, je reprends l'exemple de la sclérose en plaques, quels dispositifs sont mis en place pour accompagner les travailleurs qui ont une sclérose en plaques? Si vous trouvez que de la législation, que des articles américains, la législation américaine du droit du travail, vous savez qu'elle est très différente entre les États-Unis et la France, c'est un euphémisme de le dire. Donc vous trouverez beaucoup de références bibliographiques qui ne sont pas applicables au cas français. Ça vaut aussi si vous faites de la santé publique et que vous avez besoin d'étudier une région du monde en particulier. Ça vaut si vous faites de la santé environnementale et qu'il faut aussi prendre en compte le contexte local. Ou ça vaut aussi tout simplement si vous savez qu'il y a une équipe de recherche qui publie par exemple en français sur un sujet et pas en anglais. Dans ce cas, si vous cherchez que sur PubMed, vous ne trouverez pas forcément ces articles. Alors comment pallier ça? Déjà, ces fameux outils que j'ai présentés ici, Web of Science, Scopus et en particulier Google Scholar, sont des outils qui vont faire remonter des articles dans d'autres langues que l'anglais et qui viennent d'autres régions du monde que les États-Unis et l'Europe. Donc, c'est déjà des outils de recherche que vous pouvez intégrer dans votre recherche documentaire. Ensuite, vous avez des bases plus spécialisées liées à certains domaines en particulier. L'ISA, que je prendrai le temps de présenter demain, qui est une base de données d'articles francophones dans le domaine de la santé, qui est développée par le CHU de Rouen. L'ILAX pour le domaine sud-américain et des Caraïbes. Et vous avez aussi l'Index Medicus Global qui est produit par l'OMS. Donc ça, je vais sortir du diaporama une seconde pour vous le montrer. Vous voyez l'Index Medicus Global. Donc là, je suis sur la page d'accueil. C'est quelque chose qui a été produit par l'OMS, qui est encore assez récent et qui est en fait un ensemble de 5 bases de données, 4 produites par l'OMS et une dont les résultats sont importés dedans, qui justement vise à proposer une littérature hors du domaine États-Unis et Europe. Donc vous avez par exemple l'Index Medicus africain, qui est le plus petit, qui est le plus récent, qui comprend 18 000 références produites uniquement par des pays d'Afrique, par des revues publiées dans des pays d'Afrique et qui pour beaucoup ne sont pas sur PubMed. Vous avez la même chose pour la Méditerranée orientale, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique occidental, ou l'ILAX que j'évoquais tout à l'heure, en fait, dont les résultats sont agrégés dedans, qui correspond. Alors, le Canada et les États-Unis sont blottés sans faire exprès, mais ça correspond bien au périmètre Amérique latine et Caraïbes. C'est des bases de données au fonctionnement assez simple. Vous pouvez chercher sur une base de données ou sur les 5 à la fois. Le moteur de recherche est le même à chaque fois. Et c'est une base de données sur lesquelles vous pouvez faire des recherches en mèche, donc qui est le thésaurus de PubMed. Ce qui fait que si vous avez une équation de recherche PubMed, vous adaptez la syntaxe pour que ça rentre dans les cases de l'index Medicus et vous pouvez reproduire du coup une recherche PubMed dessus pour trouver des articles inédits.
Donc ça, pour tout ce qui est sujet de recherche qui va nécessiter pour vous de faire une recherche sur un domaine géographique en particulier ou une langue en particulier ou des choses comme ça, c'est un outil qui est vraiment très utile, qui est vraiment indispensable. Je reviens sur une slide que j'ai laissée de côté. Toujours dans la liste des outils qu'on peut avoir pour faire de la revue systématique, il y a de plus en plus les bases de préprint. Donc, qui vont vous permettre d'identifier des versions gratuites d'articles mises à disposition par les auteurs en marge de l'édition scientifique et généralement en amont de l'édition scientifique, justement, parce que l'édition scientifique, avec le processus de reviewing, c'est quelque chose qui prend du temps et qui est considérablement long. Donc, alors déjà, vous allez avoir quelques préprints sur les bases de données traditionnelles. Vous en avez un peu sur Embase, mais c'est très embryonnaire. Vous en avez plus sur Google Scholar, c'est assez intéressant. Et après, je vous ai indiqué tout un tas d'outils intéressants pour trouver des préprints. Les plus intéressants pour vous, ce sera BioArchive et medRxiv, qui sont vraiment les deux bases de référence dans le domaine de la santé et de la bio, ont été lancées toutes les deux en 2019, qui forcément se sont considérablement étoffées en 2020-2021, parce qu'avec le Covid, on a vu une explosion de la diffusion de préprints. Donc, si vous travaillez en particulier sur des sujets d'actualité, sur des sujets sur lesquels il y a de la recherche en ce moment, et sur les sujets sur lesquels l'édition scientifique tarde à produire des articles, les bases de préprint, c'est des outils qui sont assez indispensables parce que vous allez trouver dessus des articles qui sont en attente de publication par les revues, des versions proposées par les auteurs, des choses qui sont publiées rapidement et plus rapidement que le rythme de l'édition traditionnelle. Après, à charge à vous, comme pour toutes les publications sans exception, déjà de déterminer si c'est pertinent par rapport à votre sujet ou pas, et ensuite de déterminer si c'est des articles de qualité suffisamment bonne pour être retenus ou pas dans votre revue finale, donc d'en faire la critique. Mais ça, c'est quelque chose qui échappe au champ sur lequel on peut vous accompagner, donc que je laisse de côté. Et là, je vais pouvoir répondre en même temps à la question posée sur le chat. Est-ce qu'il existe une méthodologie idéale? Et jusque combien de bases de données il faut, ou on peut, ou on doit interroger? Alors c'est un peu, je l'ai mis dans le diaporama, en fait, c'est un peu un travail impossible que de définir une méthodologie idéale pour ça. Il y a eu une tentative que je vais vous présenter parce que moi j'ai des gros éléments de critique par rapport à celle-ci. Ah, quelqu'un m'informe, vous voyez plus le diaporama? Bon, ça débat dans le chat. Moi, ça marche toujours chez moi, il me dit que je l'affiche toujours. Donc, Oui, oui. c'est peut-être un problème sur votre écran de votre côté. On voit le diaporama, Colin. Oui, très bien. Donc, voilà, moi j'ai beaucoup de critiques, de réserves sur la méthodologie proposée par Victor Brammer, mais je vous la présente quand même parce qu'il y a des éléments dedans qui sont intéressants et vous pouvez aussi vous en emparer. Donc Victor Brammer, c'est un bibliothécaire médical qui travaille aux Pays-Bas. Je ne sais plus dans quelle bibliothèque, j'ai oublié de vérifier, mais on peut retrouver ça facilement, et qui a une vraie expérience pour le coup de bibliothécaire médical. Ça doit faire une quinzaine d'années qu'il fait ça. Et en 2017, avec plusieurs collègues, il a proposé cet article qui est en accès libre. Donc, je vous ai mis le lien ici, Optimal Database Combination for Literature Sources in Systematic Reviews, au Prospective Exploratory Study, où en analysant les résultats d'un certain volume de revues systématiques sur lesquelles il a travaillé ou non, il détermine que quasiment toutes les références bibliographiques retenues par ces revues aurait pu se trouver, en limitant sa recherche, à 4 ou 5 bases de données. Il propose une combinaison idéale, entre guillemets, de 4 ou 5 outils de recherche, Embase, Medline, que nous on va interroger via PubMed, Web of Science, Google Scholar, et le cas échéant, si on est dans un domaine disciplinaire particulier, l'une de ces bases. Si c'est en sciences infirmières, rajoutez Sinal. Si c'est en kinésithérapie, rajoutez Pedro. Si c'est en odontologie, rajoutez DOS, etc. Donc à chaque fois, 4 bases, 2 bases généralistes pour la santé, 2 bases généralistes interdisciplinaires et une base spécialisée dans le domaine. Alors, tout d'abord, la première raison pour laquelle je cite ce travail et que je trouve qu'il est vraiment intéressant, c'est parce qu'il propose une méthodologie d'approche de Google Scholar. J'ai mentionné tout à l'heure le fait que Google Scholar, c'est un outil qui ne permettait pas de faire des recherches reproductibles. C'est un outil dont on ne peut pas récupérer toutes les références bibliographiques. Si vous faites une référence sur PubMed qui donne 5000 résultats, vous allez récupérer les 5000 résultats. Sur Google Scholar, si vous avez 5000 résultats, vous pourrez récupérer que les 1000 premiers, jamais les 4000 autres.
Et lui, ce qu'il propose de faire, du coup, c'est d'extraire systématiquement les 200 premières références proposées par Google Scholar. Alors, c'est une proposition qui s'appuie clairement sur des connaissances empiriques, c'est-à-dire que ça fait quand il fait cet article, ça fait 10 ans qu'il accompagne des revues systématiques avec Google Scholar et il a remarqué que passé les 200 premières références, il n'y a plus de références pertinentes par rapport au sujet et il choisit de faire confiance à l'algorithme de Google Scholar de classement des résultats qui est extrêmement pertinent. Alors, moi, j'ai pas assez travaillé sur Google Scholar et dans tous les cas, on n'a pas assez d'outils pour évaluer la fiabilité et la viabilité de cette stratégie de recherche parce que Google Scholar, c'est une boîte noire. On n'a pas la main sur la manière dont fonctionnent les algorithmes. C'est quelque chose que Google n'explicitera jamais. Mais par contre, si vous avez besoin d'utiliser Google Scholar, ce que je vous redemande, c'est de faire cette même méthodologie et de citer l'article de Brammer. Parce que du coup, c'est pas un choix arbitraire. Vous vous appuyez sur l'expérience d'un bibliothécaire qui a clairement dit que c'était la meilleure manière de l'utiliser. Donc, si vous avez besoin de le faire, récupérez les 200 premiers résultats classés par ordre de pertinence, citez l'article de Brammer pour dire pourquoi vous l'avez fait et sur quelle expertise vous appuyez pour le faire. Donc déjà, c'est un article qui est intéressant à ce titre-là, qui est, si vous utilisez Google Scholar, qui doit être cité. Alors après, donc sur l'approche même, la division en plusieurs bases de données. Moi, je lui trouve trois limites, une que je n'ai pas mise ici d'ailleurs, mais que je rajouterai dans le diaporama. Première limite, tous ces outils de recherche ne sont pas en accès libre. Embase, Web of Science, toutes les universités ne l'ont pas, et Embase en particulier, on est très peu à l'avoir en France, par exemple. Donc tout le monde ne peut pas reproduire cette stratégie de recherche. Deuxième élément de critique, ça n'inclut pas la Cochrane, qui me semble, moi, une base vraiment indispensable pour identifier des revues pour identifier des essais cliniques. Alors peut-être que Brammer considère que ça relève de la recherche manuelle, mais c'est une base qui me paraît quand même être indispensable. Et troisième élément de critique, surtout, on est ici sur un répertoire de bases qui sont très majoritairement des bases anglo-saxonnes. Embase, Medline, les deux bases spécialisées en santé, donc quasiment que de la documentation anglo-saxonne. Et si on rajoute une base EBSCO, on va avoir le même problème. Et on va retomber sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec le biais linguistique. Si on travaille sur la situation d'un pays en particulier, sur une zone géographique en particulier, sur un sujet qui touche à la santé publique, à la médecine du travail, à la santé environnementale, à la médecine générale, à la médecine d'urgence, etc., ces bases, elles sont insuffisantes parce qu'on va avoir besoin de bases qui comprennent des articles en français ou des articles qui décrivent la situation française ou enfin la situation d'ailleurs du pays où on se trouve, pas que française, mais plus généralement. Alors, c'est là que je rebondis sur la question de tout à l'heure. Quel est le nombre de bases de données qu'il faut utiliser? Il n'y a pas de nombre fixe et il faut définir une stratégie de recherche de préférence avec l'aide de votre BU, de votre centre de doc. La recommandation de la Cochrane, c'est au moins 3 bases de données différentes. Généralement, quand j'accompagne des revues systématiques, alors ça dépend du degré de précision à quel vous êtes. Si vous êtes, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont en test d'exercice et qui veulent faire une revue systématique sur pour votre test d'exercice. Généralement, dans ce cas, on se limite à 3 parce que vous avez un temps limité pour faire votre test d'exercice et vous n'aurez pas la capacité de consulter des milliers d'articles. Pour ceux, par contre, qui sont dans une démarche de recherche, la question du temps pèse moins, parce qu'a priori, vous avez planifié votre vue et vous avez un temps beaucoup plus large pour réaliser votre vue, la capacité de brasser plus de références. Et dans ce cas, la limite, ça va être justement, est-ce que les bases que j'ai identifiées permettent de recouper l'essentiel de mon sujet? J'ai accompagné certaines revues systématiques avec seulement 4 bases de données, les 4 proposées par Brammer. À l'inverse, ça m'est arrivé de monter à 9 bases de données sur une autre revue systématique. Ça dépend vraiment du sujet. Ça dépend, ça dépend beaucoup aussi de est-ce que le sujet est interdisciplinaire ou pas. Un sujet de recherche interdisciplinaire, on va aller chercher sur des bases de données qui touchent à différentes disciplines. Les sujets de santé publique, par exemple, typiquement, c'est des sujets qui vont nécessiter de manipuler des bases de santé, des bases généralistes et des bases de sciences humaines et sociales. Donc là, tout de suite, vous avez 2 fois plus de bases de données à utiliser que les autres. Du coup, à part le minimum 3, et puis après, c'est évalué par rapport au nombre de personnes que vous avez dans votre groupe de travail. Voilà, vous répondez dans le chat. Vous, typiquement, vous faites une revue systématique pour votre mémoire ou votre test d'exercice. 3 bases, c'est largement suffisant parce que vous n'aurez pas la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Ça peut être 4 selon les spécificités de votre sujet, mais ça ne vaut pas le coup d'aller plus loin.
Par contre, voilà, travail de recherche, ça peut aller plus loin. Alors, au passage, donc il y a une question, petit rappel sur ce qu'est la recherche manuelle. Grosso modo, quand on fait la recherche bibliographique, il y a 2 grandes parties. La recherche sur les bases de données en santé, donc c'est ce dont on parle là et dont on va encore parler demain avec PubMed, qui va permettre de trouver 90 des références grosso modo bibliographiques. Et il y a ce qu'on appelle la recherche manuelle, où on va trouver les 5-10 de références bibliographiques qui ne sont pas sur les bases de données en santé. Donc ça va recouper de la littérature grise, qu'on trouve rarement sur les bases de données en santé. Ça va recouper les travaux universitaires qui sont en cours de publication et qui ne sont pas encore publiés. Ça va recouper les recommandations de pratiques cliniques, les thèses, les mémoires, tout ce qui ne rentre pas dans la forme des bases de données, tout ce qui échappe aussi au circuit commercial de l'édition ou à l'édition en open access, et que du coup on va chercher par plein de techniques différentes que je prendrai le temps de présenter en détail vendredi justement. On va attaquer directement, on va faire le début de PubMed en fait, avec la question de, en fait on va aborder le mesh, la première partie de PubMed qui est son thésaurus. Et normalement, tout le monde voit PubMed. PubMed du coup, alors, petit rappel déjà général sur PubMed Medline. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Medline, c'est le nom de la base de données. Vous l'avez écrit ici. PubMed, c'est Public Access to Medline, c'est le nom du moteur de recherche. Et sur PubMed, vous avez plus de choses que seulement Medline. PubMed, c'est plus de 36 millions de références. C'est un nombre qui est en hausse constante. Il y a, je dirais, au moins un nouveau million de références par an minimum. C'est une base qui a une croissance exponentielle, qui est une base gratuite en accès libre développée par la National Library of Medicine. Sur cette base, vous avez essentiellement 2 choses. Donc, je vous présente ça de manière un peu schématique, mais ça me permet de poser les enjeux. La première partie, c'est Medline. C'est la partie de PubMed qui est indexée en mesh. C'est la base de données Medline. C'est ce qui va nous intéresser en particulier. Medline, ça doit être autour de 30 millions de références bibliographiques sur les 36 millions de PubMed. Dans Medline, vous avez des articles qui viennent d'une sélection de périodiques accessibles sur la page d'accueil. Vous avez ici un onglet de Journals qui vous permet de retrouver la liste de tous les périodiques présents dans Medline. Et chaque fois que ces périodiques ont un numéro qui paraît, tous les articles de ces périodiques sont récupérés par les équipes de la National Library of Medicine, sont indexés avec le mesh, qui est le thésaurus, le langage utilisé par les équipes de la National Library of Medicine pour l'indexation, puis sont versés sur Medline. Donc sur Medline, il y a un flot constant d'articles, de références bibliographiques qui arrivent. Et à côté de ça, donc Medline, c'est environ 30 millions de références. Et à côté de ça, vous avez 5-6 millions de références bibliographiques qui n'appartiennent pas à Medline, ne sont pas indexées en mesh et qui proviennent d'autres bases de données, à commencer par PubMed Central, qui est la principale d'entre elles, qui est une base de données d'articles en open access qui ne sont pas destinés à l'indexation, qui sont des articles en accès libre déposés sur Internet du coup. Mais si on fait une recherche en mesh, on ne peut pas chercher dedans. Si on fait une recherche en mesh, on va chercher que dans Medline. Par conséquent, si on veut utiliser PubMed au maximum de ses capacités, si on veut chercher dans Medline, PubMed Central, plus il y a une ou deux autres bases de données qui sont plus petites, dont le contenu est récupéré par PubMed, on va faire une recherche en 2 parties, en 2 volets. On va combiner d'un côté une recherche avec le thésaurus en mesh, et ce qu'on appelle une recherche en langage libre. Une recherche en langage libre, c'est une recherche où on va chercher des mots-clés dans les titres des articles, les résumés des articles et les mots-clés proposés par les auteurs. C'est ce qui va nous permettre de construire ce qu'on appelle une équation de recherche, quelque chose d'assez conséquent, d'assez volumineux, où on va justement brasser plusieurs notions dans le cadre d'un sujet. On va travailler, alors oui, aussi petit dernier rappel sur PubMed. Pour rappel, c'est principalement anglophone. Alors, qui crée l'équation de recherche? C'est chacun de nous, en fait. Alors, sur la question de qui crée l'équation de recherche, si vous êtes en test d'exercice, en mémoire, etc., on va vous demander de créer votre propre équation de recherche. Là, je vais vous montrer, c'est l'objectif de cette séance, du reste de cette séance et de celle de demain. On va construire une équation de recherche complexe sur PubMed, et avec le temps qui nous reste demain, on la portera sur d'autres bases de données en santé selon le temps qu'on a. Vous pouvez demander à vous faire relire
par des bibliothécaires et des documentalistes qui pourront vous corriger, vous aider, vous montrer comment affiner les choses, etc. Si vous êtes une équipe de recherche, vous pouvez demander à ce que des bibliothécaires vous accompagnent pour la réalisation de la recherche documentaire. Après, selon l'implication des bibliothécaires, ça peut aller plus ou moins loin. Moi, par exemple, je fais une différence entre, parfois, je suis sollicité pour relire des équations de recherche proposées par des chercheurs. Parfois, par contre, on me demande de rédiger toute la stratégie de recherche documentaire. Et dans ce cas, généralement, je suis co-signataire de l'article universitaire parce que je participe réellement au travail de recherche et au travail de production de la revue systématique, en faisant la stratégie de recherche, en rédigeant les équations de recherche, en faisant l'extraction et le dédoublonnage, et en relisant après les parties de l'article qui concernent la stratégie de recherche documentaire. Donc vous, pour votre mémoire test d'exercice, vous allez faire un premier jet et vous allez pouvoir après le présenter à votre BU pour avoir un retour, ou à votre centre de doc. Donc là, pour cette séance et pour celle de demain, j'ai proposé un sujet fil conducteur que je vous mets dans le chat en même temps, qui sera, donc on fait une revue systématique, on va essayer d'étudier qu'est-ce que l'exercice physique peut apporter aux patients qui sont atteints de la maladie de Charcot. Donc on a deux notions essentielles, exercice physique et maladie de Charcot. C'est les deux notions sur lesquelles on va travailler. Il y a une notion là-dedans qui est plus spécifique que l'autre, c'est maladie de Charcot, ce sera celle qui sera la plus facile à rechercher. Donc, pour construire une première recherche, on va d'abord construire notre recherche en mesh. Et c'est pour ça que les 25 minutes qui nous restent, je vais les passer uniquement sur le mesh, parce qu'il faut bien comprendre ses enjeux, son fonctionnement, sa logique, pour être capable de l'utiliser au mieux. Demain, on reviendra sur la construction de l'équation en elle-même avec la recherche en langage libre. Donc, on va commencer par aller dans le mesh database, qui se trouve sur la page d'accueil dans la rubrique Explore, avec une interface qui est beaucoup plus rustique, qui est l'interface en fait de l'ancien PubMed. Donc, je cherchais la maladie de Charcot. Problème, alors vous avez peut-être la réponse, mais dans ce cas, la dites pas. Problème, le mesh, c'est un langage à interroger en anglais. Et ben, je me mets dans la peau de quelqu'un qui ne parle pas anglais. Comment est-ce que je fais pour trouver comment on appelle la maladie de Charcot? Il y a un outil, je vous ai mis le lien dans le diaporama, donc vous l'aurez par la suite, qui est développé par le CHU de Rouen et qui est indispensable, qui s'appelle eTop, qui est un outil en accès libre. Je vous ai envoyé le lien dans le chat et vous l'aurez donc aussi dans le diaporama, qui est un outil de traduction du mesh, qui est en fait un outil de traduction de thésaurus en santé de manière générale, mais qui est en particulier utile pour le mesh dans tout un tas de langues. Par défaut, alors moi, il me propose, je vais remontrer comment je suis entré pour aller dans le mesh. Là, je montre eTop et après, je réponds à votre question. Donc, par défaut, il me propose du français parce qu'il détecte la langue de mon navigateur vers l'anglais, mais vous avez tout un tas de langues disponibles si vous voulez justement chercher dans d'autres langues. Donc là, ça fonctionne très simplement. Je vais chercher maladie de Charcot et il m'ouvre la fiche mesh qui est celle de sclérose latérale amyotrophique. Donc, je reviendrai plus tard sur les présentations de fichiers top. Pour l'instant, je laisse ça de côté, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette case-là, libellé préféré. Et dans libellé préféré, vous allez avoir l'intitulé français qu'il faut utiliser sur les bases qui utilisent le mesh en français et l'intitulé anglais à utiliser sur le mesh. Et la maladie de Charcot en mesh, c'est amyotrophique latéral sclérosis. Donc ça, je vais le copier et le chercher dans le mesh. Alors, j'en profite pour remontrer comment est-ce qu'on accède au mesh database. Quand vous êtes sur l'interface de PubMed, vous descendez un peu et là, vous avez la colonne Explore sur la droite qui vous permet d'accéder au mesh database. Et donc là, vous êtes dans le mesh database. Donc, j'ai récupéré mon intitulé amyotrophique latéral sclérosis. Je vais le coller ici, tout simplement. Il va me proposer plusieurs mots-clés. Je reviendrai un peu après sur certains d'entre eux dans le détail. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le premier qui est proposé, amyotrophique latéral sclérosis tout court. C'est le même mot-clé. Donc, je vais ouvrir la notice mesh. Et là, je suis sur la notice mesh d'amyotrophique latéral sclérosis. C'est un peu perturbant parce qu'en fait,
quand on découvre PubMed et qu'on format PubMed, on n'utilise pas PubMed tout de suite. Là, on va rester dans le mesh à peu près pour les 20 minutes qui restent et c'est seulement après avoir construit son équation de recherche en mesh qu'on va aller sur PubMed. Donc là, vous ne verrez pas PubMed aujourd'hui, vous verrez que le mesh. Donc, comment se présente une notice mesh? Vous avez tout d'abord en haut en gras la forme grammaticale, verbale, syntaxique qu'il faut utiliser pour faire une recherche sur la maladie de Charcot. On ne dit pas Charcot disease, on dit amyotrophique lateral sclerosis et pas autrement. En dessous, vous avez une définition. Alors, ça paraît tout bête, mais c'est les équipes de la National Library of Medicine qui rédigent ces définitions. Et du coup, si vous avez un doute, si vous dites est-ce que c'est ça la notion que je cherche ou est-ce que c'est celle-ci qui a un nom qui ressemble, les définitions, elles vous aident à savoir précisément quelle notion vous cherchez. Est-ce que c'est celle-là et pas une autre? Alors ici, j'en ai pas, mais la plupart des mots mesh ont une date de création du terme. Quand j'en ai pas, ça veut dire que le terme a été créé avec le mesh de mémoire dans les années 60, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est un langage qui existe avant PubMed, le mesh. Ça, c'est quelque chose, c'est un indicateur qui peut être intéressant à avoir en tête. Si vous avez un mot-clé qui a été créé récemment, tous les ans, le mesh est mis à jour. Je reviendrai un peu après sur la mise à jour du mesh. Si vous avez des mots-clés qui ont été créés récemment, qui sont proposés, il n'y a pas de rétro-indexation. Par exemple, le mot-clé télétravail, téléworking, a été créé en 2021 pour des raisons contextuelles que vous imaginez tous et toutes avec l'explosion du télétravail avec le Covid. Par contre, il y avait déjà des articles sur le télétravail avant, sur par exemple les troubles musculo-squelettiques liés au télétravail. Ces articles-là, ils ne sont pas indexés avec le mot-clé télétravail parce qu'il n'y a pas de rétro-indexation. Et pour les chercher, c'est là qu'il faudra chercher dans les titres, dans les résumés, dans les mots-clés proposés par les auteurs, faire ce qu'on appelle une recherche en langage libre et sur lequel on reviendra demain en détail. Alors, en dessous de cette définition, on a des options de recherche avancées. Je ne vais pas vous en parler pendant la formation parce que c'est des options qui servent à préciser les recherches. Et nous, quand on fait une revue systématique de la littérature, on veut être aussi exhaustif que possible. Donc en fait, on s'en sert quasiment jamais dans le cadre d'une revue systématique. En dessous, on va trouver ce qu'on appelle des termes d'entrée. Alors les termes d'entrée, ça correspond à trois choses différentes. Ça correspond tout d'abord à des formes grammaticales ou syntaxiques alternatives, mais qui ne sont pas celles qu'il faut utiliser, qui sont ici à titre d'info. Le mot-clé mèche à chercher, c'est pas sclérosis, amyotrophique latérale, c'est amyotrophique latéral sclérosis. Sous cette forme-là, dans cet ordre-là, avec cette syntaxe-là. C'est celui-là qu'il faut respecter et pas un autre. Sinon, votre recherche ne donnera rien ou sera mal traitée par le moteur de recherche. Et vous trouverez des choses qui ne sont pas souhaitées. À côté de ça, vous avez des synonymes. Notamment le fameux Charcot disease qui a été mon point de départ de la recherche, qui sont d'autres manières. Vous avez aussi Gehrig's disease, Lou Gehrig's disease, Guam disease, etc. Et vous avez aussi des notions qui sont plus précises que votre sujet, mais qui n'ont pas de mots-clés à part entière. Par exemple, amyotrophique lateral sclerosis, parkinsonisme, dementia complexe 1, qui désigne une partie justement de la maladie de Charcot, mais il n'y a pas de mots-clés pour la décrire. Et du coup, tous les articles qui parlent de ce sujet-là seront indexés avec amyotrophique lateral disease. Et en dessous, pour finir, vous avez la partie la plus importante, sur laquelle je reviens rapidement ici, sur laquelle je reviendrai plus en détail sur le prochain terme, c'est l'arborescence. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre. L'arborescence, c'est un principe qui est essentiel à saisir et à comprendre quand vous faites de la recherche sur les bases de données en santé, qui vaut pour PubMed, mais qui vaut pour presque toutes les bases en santé. Donc, si vous le comprenez ici, vous le comprenez pour toutes. Tous les mots-clés, ils sont enregistrés dans des arborescences. Le mesh, c'est un langage qui est hiérarchisé. Vous avez votre mot-clé. Au-dessus, vous avez des notions qui sont plus génériques, plus générales. Les maladies du système nerveux. Puis, la catégorie des maladies de manière générale. Un même terme peut faire partie de plusieurs arborescences. Les maladies de la spinal cord, mais également les maladies neurodégénératives. C'est la même notion qui est considérée de plusieurs manières. Et le cas échéant, parfois, vous pouvez avoir des mots plus précis qui se trouvent en dessous dans l'arborescence. Là, il n'y en a pas. On verra tout à l'heure un exemple où il y en a. C'est important de saisir, de comprendre le fonctionnement en arborescence de ces mots-clés
Parce que quand un article est indexé, il est indexé avec le mot-clé le plus précis. Un article sur la maladie de Charcot, il ne sera pas indexé avec le mot-clé maladie du système nerveux. Il sera indexé avec le mot-clé amyotrophique latérale sclérosis. Ça permet de faire des recherches qui sont très précises et de cibler précisément son sujet de recherche. C'est pour ça, on l'a évoqué tout à l'heure, que quand on va faire une recherche documentaire, quand on va identifier ces concepts clés, on va bien se poser la question du degré de précision sur lequel on travaille, pour justement identifier le bon mot-clé qui correspond en mèche. Est-ce que c'est OK pour l'instant? J'ai l'impression que oui. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a notre premier mot-clé, maladie de Charcot, donc on va commencer à construire une équation de recherche en mèche. Là, pour l'instant, j'ai identifié ma première notion, qui est la maladie de Charcot. Donc, je vais l'ajouter à mon équation de recherche. Et en haut à droite, vous avez une case qui s'appelle le PubMed Search Builder. Je vais cliquer sur le bouton Add to Search Builder. Et dans ma petite boîte va apparaître le mot-clé mèche avec la bonne graphique qui permet de le rechercher sur PubMed. C'est-à-dire que le mot-clé est entre guillemets et suivi de l'indication mèche entre crochets. Ça veut dire que si je lance ma recherche sur PubMed maintenant, je vais lancer une recherche sur tous les articles indexés avec maladie de Charcot. Alors, on cherche deux notions pour rappel. On cherche tout ce qui est question d'exercice physique et tout ce qui est question de maladie de Charcot. Donc, cette fois-ci, on va chercher notre deuxième notion, qui est la notion d'exercise. Et immédiatement, il me propose le mot-clé exercise. J'ouvre ma notice mèche. Là, vous voyez, petite différence par rapport à précédemment. J'ai une date d'introduction du terme. C'est un mot-clé qui a été créé en 1989. Les articles antérieurs à 1989 ne sont pas forcément indexés avec ce mot-clé, et généralement ne le sont pas. Bon, 1989, c'est il y a longtemps, là, ça ne pose pas de problème, mais c'est vraiment les mots-clés qui sont apparus ces 10 dernières années, c'est là qu'il faut être attentif, justement, quand vous construisez une recherche. Donc, comme pour chaque mot-clé, on va revérifier la définition du sujet. Les options de recherche avancées, on les passe. Il y en a beaucoup moins que précédemment et c'est normal, elles diffèrent selon chaque mot-clé qu'on cherche. Des exemples de synonymes qui sont proposés. La manière dont le terme était indexé avant la création du mot-clé en 1989. Des renvois vers des notions qui sont proches, j'y reviendrai plus tard. Et une arborescence qui est cette fois-ci très différente de ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, c'est là que je pourrai répondre à votre question de c'est quoi l'intérêt de l'arborescence. Le mot-clé exercise, il fait partie de la catégorie des activités motrices, de la catégorie du mouvement, etc. Et il fait partie aussi de la catégorie des activités humaines. Jusque-là, OK. Mais en dessous d'exercise, on a plein de choses plus précises. On a par exemple la course, qui est elle-même divisée en jogging et en marathon. On a la nage, on a la marche, et on a même la marche nordique ou le fait de grimper des escaliers. On a vraiment un degré de précision qui est très élevé dans les mots-clés qui sont proposés en mèche. Alors, première réponse à la question quel intérêt? C'est que déjà, ça vous permet de préciser votre recherche, de repérer, est-ce qu'en fait, ce mot-clé qui se trouve ici, sur les étirements, il n'est pas plus précis par rapport à mon sujet. Donc ça vous permet déjà, il faut apprendre à naviguer dans cette arborescence parce que c'est ce qui va vous aider à vous situer au bon niveau de précision. Vous allez regarder s'il n'y a pas un mot-clé plus précis, plus intéressant qui est dans l'arborescence et au besoin vous positionner sur ce mot-clé. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est intéressant. La deuxième raison, c'est un principe de base qui vaut pour PubMed, mais qui vaut aussi pour presque toutes les bases en santé et qui est essentiel à retenir, c'est ce qu'on appelle l'explosion. Alors, quand vous faites une recherche sur exercise, alors comme je vous l'ai dit, je vais reprendre un peu avant. Quand un article est indexé, il est indexé avec le mot-clé le plus précis qui lui correspond. Un article qui parle d'exercice physique en général sera indexé avec exercise. Mais un article qui parle de course sera indexé avec running, pas avec exercise. Et un article qui parle de course de marathon sera indexé avec marathon running, mais pas avec running et pas avec exercise. Donc il y a un degré de précision qui est important dans l'indexation. Et en même temps, il y a une fonctionnalité indispensable qui est l'explosion. L'explosion, elle est activée par défaut. C'est le fait que quand vous cherchez les articles indexés avec exercise, vous cherchez par défaut tous les articles indexés avec ce mot-clé et aussi
tous les articles indexés par défaut avec les mots-clés qui se trouvent en dessous dans l'arborescence. Vous n'avez pas besoin, si vous voulez trouver tous les articles qui parlent d'exercice physique, vous n'avez pas besoin de chercher ces mots-clés les uns après les autres. Si vous cherchez exercise, par défaut, vous cherchez tout d'un coup. Et ça, c'est vraiment important à savoir, déjà parce que ça va vous faire gagner un temps fou dans la rédaction de vos équations de recherche. Vous n'avez pas besoin de chercher tous ces termes, vous en cherchez un seul et vous avez tout ce qui est compris dedans qui va avec. Ensuite, parce que quand vous cherchez ce terme, il faut être attentif à ce que vous cherchez avec. Il faut vérifier que là-dedans, vous n'avez pas des choses qui sont complètement hors sujet. Parce que ça peut arriver pour certaines maladies de faire remonter des choses qui ne vous intéressent pas. Je vais vous prendre un exemple concret. Je prends l'exemple de la myasthénia gravis, qui est une maladie sur laquelle j'ai été amené à faire une revue systématique qui est en cours de screening à l'heure actuelle, justement. Il y a un mot-clé pour la myasthénia gravis. Donc, je passe voilà, on a vu tous ces éléments, définition, option de recherche avancée, arborescence. Ici, j'ai mon arborescence complète et moi, je faisais une recherche sur la myasthénia gravis chez les adultes. Et dans l'arborescence de la myasthénia gravis, on a myasthénia gravis néonatale, qui va me permettre de trouver des cas de figure sur la myasthénia gravis chez les tout-petits. Et ça ne m'intéresse pas. Donc, comment est-ce que je fais pour ne pas le prendre en compte? Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher myasthénia gravis en désactivant l'explosion. Et après, on va chercher manuellement les notions qui se trouvent en dessous dans l'arborescence et qui nous intéressent, en l'occurrence le Lamberton myasthenic syndrome. Donc pour désactiver l'explosion, il y a une option de recherche avancée pour ça, c'est la seule qu'on utilise pour la revue systématique. Dans vos options de recherche avancées, vous sélectionnez la dernière. Do not include mesh terms found below this term in the mesh hierarchy. Ne pas inclure les termes mesh qui se trouvent en dessous de celui que je cherche dans l'arborescence. Et si j'ajoute, je vais l'enlever après, mais c'est pour vous montrer, si j'ajoute mon mot-clé myasthénia gravis à mon équation de recherche, ça apparaît sous la forme myasthénia gravis, no exp, pas d'explosion. Donc c'est là qu'il faut bien comprendre le fonctionnement en arborescence du mesh. Si vous ne le comprenez pas, vous risquez de tomber sur des résultats non désirés ou de faire des recherches trop larges ou à l'inverse trop précises. Et il faut bien savoir naviguer dans cette arborescence. J'insiste dessus parce que c'est vraiment un point essentiel. Et un point essentiel pour d'autres raisons qu'on verra aussi dans la formation de demain, parce que ça influe sur la construction de l'équation, mais ça va aussi influer sur certaines options de recherche qui sont proposées par la suite par le moteur de recherche de PubMed. Je reviens à exercise. Au passage, je vais réenlever en myasthénia gravis ici, voilà, c'était pour vous montrer. Donc là, je vais tout simplement ajouter à mon équation de recherche la partie sur l'exercice physique. Par défaut, il me propose de rajouter ça avec end, or ou not. Pour rappel, le not, on ne s'en sert pas dans le cadre d'une revue systématique de la littérature. On va se servir que du end ou du or. Or, c'est quand on va l'utiliser quand on va chercher des synonymes ou des notions qu'on place au même niveau. Donc là, on va chercher avec end. Si je cherche avec end, je clique sur Add to Search Builder. Donc j'ai mon équation qui se développe et là, je vais trouver tous les articles qui parlent à la fois de la maladie de Charcot et d'exercice. Et là, j'ai une première équation de recherche. Avant de boucler cette recherche, il y a une rubrique à regarder sur les différents mots mesh, c'est la rubrique « Voir aussi ». Parce que « Voir aussi » vous renvoie à des notions qui sont proches, qui existent en mesh, mais qui ne sont pas dans l'arborescence d'exercise. Et en particulier, il y a une notion qui est cruciale par rapport à notre sujet, c'est « Exercise Therapy », la thérapie par l'exercice physique. Et ça correspond également à ce qu'on est en train de chercher. On est en train de chercher comment est-ce qu'on peut accompagner les patients qui ont la maladie de Charcot via l'exercice physique. Donc on est tant intéressé par le terme exercise, qui désigne tout type d'exercice physique, que par exercise therapy, qui désigne l'exercice physique dans un objectif de thérapie. Donc on va regarder ce terme mesh aussi. Même exercice, à chaque fois on parcourt, définition, est-ce que ça correspond à ce qui nous intéresse? Renvoi vers d'autres notions proches. On a encore Exercise Movement Techniques, par exemple, qu'on pourra récupérer. Là, je ne vais pas le faire pour des questions de temps parce qu'on approche de la fin, mais on le garde de côté.
et on vérifie l'arborescence pour voir si dedans on a des choses intéressantes ou pas. Et en effet, on va trouver muscle stretching exercise, endurance training, resistance training, qui sont des choses qui nous intéressent par rapport au sujet. Donc, on va rajouter ce terme à notre équation de recherche aussi. Et cette fois-ci, on veut trouver, alors à votre avis, avec quel opérateur booléen on va utiliser pour l'ajouter? Entre AND, OR ou NOT? Alors, OR, en effet, réponse avec OR, c'est ce qui est répondu. Donc, je vais l'ajouter avec OR. Comme ça, je vais trouver les articles qui parlent de maladie de Charcot et soit qui sont indexés avec exercise, soit qui sont indexés avec exercise therapy. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est OK. Donc, maladie de Charcot et exercice, il y a une dernière chose à voir, puisque chaque fois que vous ajoutez une notion à votre équation en mèche, je ne sais pas si vous voyez, mais il m'a rajouté à chaque fois une couche de parenthèses. Et en fait, le PubMed Search Builder, c'est un moteur de recherche qui n'est pas intelligent, qui se contente de se dire d'appliquer les choses dans l'ordre où vous lui indiquez. Et les parenthèses, c'est comme en maths, ça définit l'ordre des opérations. Si je lance mon équation de recherche là, je vais trouver dans un premier temps tous les articles qui parlent de maladie de Charcot et d'exercice, ou, fin de la parenthèse, tous les articles qui parlent d'exercice thérapie, mais sans forcément parler de maladie de Charcot en même temps, parce que ce n'est pas regroupé dans la même parenthèse. Donc, avant de lancer la recherche, il faut replacer les parenthèses au bon endroit. Alors, moi, le conseil que je vous donne, les parenthèses, c'est un peu, on va finir après là-dessus, c'est un peu la grosse difficulté qu'on rencontre quand justement on fait des recherches sur les bases de données en santé, en particulier sur PubMed. Parce que chaque fois que vous manipulez une équation de recherche, PubMed va vous rajouter une parenthèse quelque part. Et très vite, pour peu que vous ayez 4 ou 5 notions différentes dans votre sujet de recherche, là, vous avez 4-5 parenthèses imbriquées les unes dans les autres. Et si après vous rajoutez d'autres mots-clés, il y aura d'autres parenthèses qui vont se rajouter. Et parfois, vous pouvez vous retrouver avec 10 ou 15 parenthèses imbriquées les unes dans les autres. Et s'il y a une erreur quelque part dans votre équation de recherche, eh ben, ça va prendre énormément de temps pour retrouver quelle parenthèse est mal placée. Donc moi, mes 2 conseils pour les parenthèses. Tout d'abord, vous les supprimez toutes. Et ensuite, vous les replacez au bon endroit. On est comme en maths, on veut regrouper ensemble les notions qui vont ensemble et définir l'ordre des opérations. Donc un indicateur pour les parenthèses, les mots qui sont reliés ensemble par les mêmes opérateurs booléens sont regroupés dans les mêmes parenthèses. Exercise et exercise therapy, c'est des notions qu'on va traiter au même niveau. Donc on va encadrer par une parenthèse. Donc premier conseil, pensez à bien regrouper les blocs de mots-clés ensemble avec les parenthèses. Ce que je vous recommande, si vous avez des équations de recherche complexes avec beaucoup de notions, ayez la structure de votre équation quelque part sous la main, sur un papier, pour toujours vous y référer si vous avez un doute sur le placement des parenthèses. Par exemple, moi, la structure de mon équation, je vous la mets dans le chat, c'est celle-ci. Maladie de Charcot and exercise. 2 notions regroupées dans des parenthèses. De fait, exercise, ça se divise en 2 sous-notions, exercise et exercise therapy. Mais je sais, parce que j'ai ce post-it quelque part sur mon bureau, que c'est des choses qui doivent être regroupées dans la même parenthèse. Donc, premier conseil important, gardez toujours un mémo. Les 2 tiers des erreurs que je vois sur des équations de recherche qui me sont envoyées par des étudiants ou des chercheurs qui font des revues systématiques, c'est une parenthèse mal placée quelque part. Deuxième conseil, dès que le moteur de recherche de PubMed ou du MESH vous crée une parenthèse inutile, vous la supprimez. Ne laissez traîner aucune parenthèse inutile. Par exemple, une parenthèse autour d'amyotrophique latérale sclérosis, c'est inutile, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'encadrer un terme unique avec une parenthèse. Pourquoi? Parce que voilà, si vous faites des équations de recherche complexes, vous allez avoir beaucoup de parenthèses. Plus il y a de parenthèses, plus il y a de risque d'erreur. Plus il y a de parenthèses, plus c'est difficile de trouver l'erreur. Donc là, on a la structure de notre équation de recherche et on peut lancer la recherche sur PubMed. Et on a une première recherche uniquement en mèche, non exhaustive, qui donne très peu de résultats pour l'instant, 183.
Et du coup, demain, on va pouvoir reprendre cette équation de recherche pour, voir comment est-ce qu'on peut faire exploser le nombre de résultats en trouvant beaucoup plus de choses. Il est 19 heures. Alors, il y a une question à laquelle j'ai pas répondu, pardon, esprit d'escalier. Ça m'a été demandé quelle est la différence entre la revue systématique et la méta-analyse. Alors moi, je suis pas assez expert pour rentrer dans le détail de la manière dont on manipule les données dans le cadre de la méta-analyse, mais de ce que j'en vois, la méta-analyse, c'est une revue systématique avec une surcouche d'analyse des données ou un travail sur des gros corpus de données. Ce qui fait qu'on va souvent avoir besoin d'avoir recours à des data analystes ou des spécialistes de l'analyse des données pour justement être capable de traiter ces volumes importants de données. Pour la recherche bibliographique, ça ne change rien. Pour la recherche bibliographique, les 2 ont la même démarche de construction d'équations de recherche exhaustive et les 2 vont chercher grosso modo des essais cliniques, de la littérature grise, des essais cliniques non publiés, des sources sur les bases de données en santé. Donc que vous fassiez une revue systématique ou une méta-analyse, c'est la même méthode pour la partie sur la recherche bibliographique. Pris un autre sujet pour la recherche documentaire ici. Parce que parce qu'en fait, ce sujet que j'ai choisi me servira demain pour vous montrer la démarche de recherche en langage libre, parce que ça m'intéressait d'avoir un sujet avec plein de synonymes, hein. Donc, du coup, on reviendra demain. On reviendra pas sur le sujet sur la sclérose en plaques. Là, on va vraiment travailler sur le sujet sur la maladie de Charcot.